vendre du giennois, c'est pas vendre du Sancerre. Et avant de revenir sur le domaine, je suis parti habiter 2 ans aux États-Unis pour faire du vin là-bas. Le monde agricole, on est un peu trop des fois habitué à réfléchir purement agricole, domaine, famille, structure. Et donc ça veut dire une banque. Parce qu'en fait, ce qu'on a un peu tendance à oublier quand on est français, c'est que du vin, on en fait dans le monde entier. Des jeunes, il y en a dans le monde entier. N'ayez pas peur de goûter et en fait, n'ayez pas peur du vin. Salut à toutes et tous, c'est Hugo, vous êtes bien chez Baltaz, le podcast qui part à la rencontre des gens qui font le vin à travers la France. Ravi de vous retrouver pour poursuivre nos discussions avec nos fabuleux vignerons. Arrêt aujourd'hui à Saint-James en Sancerrois, dans le vignoble Berthier qui, comme son nom l'indique, se situe en Centre-Loire, près de Sancerre. Mais vous allez le découvrir, les vignes se situent majoritairement dans la confidentielle appellation des Coteaux du Giennois. On passe donc un moment avec Clément Berthier qui a repris il y a une douzaine d'années le domaine de son père avec son frère Florian. Florian s'occupe de la vigne, Clément de la cave et du commerce. Et vous allez découvrir un épisode peut-être un peu plus business, dans un domaine qui s'est agrandi et qui a investi dans des installations assez impressionnantes ces 10 dernières années, avec aux manettes de tout ça, notre invité donc. Aujourd'hui, le vignoble Berthier exploite 32 hectares, plus une activité de négoce. Clément vend du vin partout dans le monde, mais il est aussi président de l'AOC Sancerre, on en a un peu parlé. La discussion fut fluide et agréable. Je crois qu'il n'est pas le plus mauvais pour parler de son vin, de ses terroirs, de son domaine. Bonne écoute, rendez-vous sur baltaz.co pour recevoir chez vous les vins de nos invités. Pensez à noter le podcast et partagez-le autour de vous. A très vite, ciao. Et si c'est bon pour toi, on y va ? Allez, c'est parti. Allez, salut tout le monde, donc c'est Hugo, on continue le voyage dans la Loire, on est aujourd'hui à Saint-James en Sancerrois, ou Sainte-James d'ailleurs ? Saint-James, pardon, Ah oui. Saint-James en Sancerrois. Comme son nom l'indique, donc on est dans la partie nord de l'appellation Sancerre, mais vous ne produisez pas que du Sancerre ici, loin de là même. Également du coteau du Giennois, un peu de Pouilly fumé. Voilà, donc Sancerre, donc on est un peu au nord de Bourges et Nevers. Merci d'être là aujourd'hui. Donc on est avec Clément Berthier des vignobles Berthier. Salut Clément. Salut. Merci beaucoup de me recevoir, c'est un vrai plaisir d'être là, merci pour la confiance. Il y a pas mal de choses que j'aimerais qu'on aborde, toi bien sûr évidemment ton histoire, jusqu'à aujourd'hui, comment on décide de se mettre à bosser ici, est-ce qu'on choisit vraiment ? Ça c'est une vraie question moi que je pose aux vignerons qui ont un papa, qui viennent d'une famille de vignerons. Comment se passe la reprise, voilà, qui est à l'origine, qui demande à qui en premier et tout, c'est des moments importants je pense de la vie parce qu'après c'est un engagement pour du long terme. J'ai envie évidemment qu'on parle aussi du domaine, l'histoire, le recontextualiser, etc. Des appellations, puisque voilà, une des particularités du domaine, c'est de bosser sur plusieurs appellations, avec une tendance, et c'est confirmé dans ce que tu m'as dit, à peut-être promouvoir un petit peu plus la entre guillemets moins connue que sont les coteaux du Giennois. Mais voilà, en étant quelqu'un qui cultive peu de cépages sur beaucoup d'appellations, je pense que tu es un témoin privilégié pour parler de ça, des différences entre les appellations et tout, ça m'intéresse. Et puis élargir la discussion au vin en général, avec le contexte de la consommation en baisse, etc. Voilà, c'est des trucs qui m'intéressent. Et puis après, concrètement, le domaine ici, le travail, de la vigne jusqu'au commerce. Tu verras quand on le présentera, on est sur un assez grand domaine. Moi, évidemment, là, il y a une discussion que j'ai envie d'avoir aussi autour un peu de l'entreprise, de la construction de l'entreprise Vignoble Berthier, puisque là, on est témoin très récemment de gros investissements quand même, j'imagine. Voilà, donc j'ai envie qu'on parle de ça. Ok, voilà, si ça te va, c'est le programme. Mais avant tout ça, Clément, est-ce que je peux te demander de te présenter ? Tu as tout le temps que tu veux. J'ai tout le temps que je veux, Ouais. ça roule. Merci bien d'être venu. Écoute, moi je travaille ici sur le domaine avec mon frère Florian. Donc on est revenu sur le domaine familial il y a une douzaine d'années maintenant. Pour répondre à une partie des questions que tu as dites tout à l'heure, effectivement, c'est un domaine familial, on est la 5e génération, on a eu une chance extraordinaire, c'est qu'on n'a jamais été forcé chez nous. On a des parents qui nous ont toujours dit, les gars, vous faites ce que vous voulez. Et ça a été beaucoup plus simple pour l'un que pour l'autre, et j'étais typiquement celui pour lequel c'était pas simple, où j'avais pas spécialement d'envie là-dedans au début, et au final où on s'éclate aujourd'hui. Donc un domaine où on travaille avec mon frère, on travaille sur un peu plus d'une 30aine d'hectares certifiés bio, et la particularité du domaine, donc effectivement on est situé au nord de l'appellation Sancerre, mais avec une très grosse dominante dans les coteaux du Giennois. Donc les coteaux du Giennois, c'est la plus petite appellation des vins du centre, située juste au-dessus de Pouilly fumé et en face Sancerre.
Pour bien que les gens comprennent pourquoi c'est petit, j'aime bien des fois dire 6 chiffres parce qu'en fait c'est très très parlant en fait. Pourquoi Sancerre est tant connu? Sancerre c'est 3000 hectares et 250 vignerons. Tu sautes la Loire, tu vas à Pouilly, tu divises déjà par deux, tu es à 1500 hectares pour une centaine de vignerons. Puis tu passes la route, tu arrives dans le Giennois, c'est 200 hectares pour une quinzaine de vignerons. Donc forcément, le fait que l'appellation soit moins connue, elle est très très simple en fait, c'est la force de frappe. Si tu as une équipe de foot à 250 et puis une équipe à 15, c'est pas tout à fait la même force. Donc voilà, donc nous on travaille, on s'entend très bien avec mon frère. Florian s'occupe de toute la partie vignoble, c'est lui qui gère toute la partie vigne. Moi je prends le relais à la cave au niveau de la vinification et puis du commerce derrière. Voilà un peu ce que je peux te dire. De toute façon, tu vas me poser d'autres questions, Ouais, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Bien sûr. Donc toi, tu es né ici, tu as Ouais. fait toute ta scolarité dans le coin et tout. Exactement. Gamin, tu étais sur le domaine, Ouais. qui était là, etc. Et alors, à quel moment, ton parcours un peu scolaire, c'est quoi, les études, etc. Alors moi, mes études, elles sont... j'étais parti dans la chimie, moi, donc effectivement, pas spécialement dans le vin. J'ai fait un bac dans la chimie, et puis après, je suis parti en prépa de chimie, et donc c'était la première fois où je partais vraiment loin d'ici. Je suis parti faire la prépa à Montpellier. Et donc en fait, finalement, c'était la première fois où j'étais détaché du terroir sancerrois. Et c'est l'année qui m'a permis de me rendre compte, en fait, l'intérêt que des gens de mon âge pouvaient avoir déjà sur du vin. En fait, c'était très con, mais quand j'en parlais avec les gars de ma promo, les gens de ma promo me disaient putain, mais c'est trop cool, t'es vigneron, enfin, ton père il fait du vin. Et là, je me suis dit putain, mais il y a peut-être un truc à faire en fait. Et suite à mon année de prépa, au bout d'un an, en fait, la chimie physique, j'avais beau aimer ça, mais là, c'était un peu de l'overdose. Je me suis redirigé vers Beaune, où je suis parti faire en fait un BTS en viticulture œnologie. Et qui a été là le déclic effectivement pour ça, où là je me suis éclaté tant au niveau des études qu'au niveau de la promo, des contacts, des copains, tout ce que tu veux. Ensuite j'ai fait un petit bout de commerce, j'ai fait un an de commerce à Angers. Et avant de revenir sur le domaine, je suis parti habiter 2 ans aux États-Unis pour faire du vin là-bas. Donc le fameux BTS Le fameux BTS de Vitionneur de par Beaune. lequel il y a un paquet qui sont passés. Ok, les stages là, tu les as fait où? J'ai fait mon stage au Vieux Télégraphe à Châteauneuf-du-Pape. Donc superbe domaine qui était... C'était une superbe expérience. Ok. Comment tu as pu rentrer là-bas? C'est un peu par les liens entre ici Je suis rentré là-bas, honnêtement, en fait, j'ai fait ma demande au culot. Et il s'avérait qu'en fait, notre prof d'ono est très, très, très ami historique avec un des propriétaires du Vieux Télégraphe. Et c'était le prof d'ono qui, en fait, donnait son aval si oui ou non on pouvait aller au Vieux Il y avait Télégraphe. le coup de téléphone Voilà. qui partait au prof. Et le prof, C'est exactement ok, ça. ok. Et donc c'est comme ça que j'y suis arrivé. Donc tu étais un bon élève apprécié. C'est ça, Alors, c'est ça. par Ça marchait bien. Ok. Si peut-être tu dois ressortir une ou deux idées, enfin, je sais pas, moi en tout cas j'essaye de faire ça sur des moments de vie importants, de dire ça, ce moment-là, ça m'a fait comprendre ça. Ces stages-là au Vieux Télégraphe, est-ce que tu saurais, tu vois, synthétiser ce que là-bas tu as appris en une ou deux grandes idées, tu vois. Si c'est sur le vin, sur la partie vin, ton stage en fait, effectivement t'apprends. Je dirais jamais le contraire, mais t'es tellement sur des domaines comme ça où t'es tellement à vouloir tout retenir, tout ça. Je pense que t'en emmagasines tellement que t'arrives pas à retenir tout. Moi, ce que j'avais surapprécié là-bas, finalement, c'était le côté humain du domaine. Alors au final, on peut penser que ça n'a rien à voir avec le vin, mais c'est un très gros domaine, c'est beaucoup de personnel dans la boîte. Et en fait, il y avait un côté hyper familial où je me suis dit, mais si un jour j'ai un truc, je veux que ce soit comme ça en fait. Je veux qu'il y ait une relation entre les salariés et puis l'équipe où on soit vraiment une équipe en fait. Tout le monde a besoin les uns des autres. Et je crois que c'est là-bas que j'ai vraiment découvert ça, parce que quand tu as des équipes où il y a 50 personnes, plus les vendangeurs, plus ce que tu veux, s'il n'y a pas une entente extraordinaire et puis une passion pour le domaine, t'avances pas quoi en fait. Et ça, j'avais vraiment kiffé. Et ça doit être insufflé par les responsables. C'est ça. Il doit y avoir des... C'est clairement la famille qui insuffle ça, un truc de ouf. Et puis après, sinon, des moments, j'en ai eu plusieurs, mais c'est vrai que la Viti, c'est un vivier de personnes de toute la France, du monde viticole, où en fait tu te fais des potes de partout, et en fait,
on peut se remémorer des dégustes qu'on a fait à droite à gauche, des domaines où tu pourrais jamais penser y rentrer, et en fait tu fais des dégustes qui sont extraordinaires, et ça c'est grâce à tes potes de Beaune, et ça c'est extra. Ouais, plus j'en parle à des vignerons qui sont passés par ces BTS, là tu te retrouves finalement quand même assez jeune, parce que la moyenne d'âge c'est une vingtaine d'années, quoi, même pas, tu fais sortir du bac, quoi. Tu sors du bac. Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, moi, par exemple, moi, à 18 ans, le vin, j'ai rien à faire, quoi. Tu vois, c'est venu plus tard. Ouais. Et donc, ça doit créer, tu sais, une espèce de bulle. Ok, nous, on est un peu en avance, on est entre nous. Nous, le vin, ça nous intéresse. Et forcément, ça, c'est des trucs, je pense, ça doit créer des liens. Ah, mais ça forts. crée des liens de fou, parce qu'en fait, aujourd'hui, moi, dans ma promo, on va dire, hein, sur les 30 qu'on était, sur les 30 qu'on était, on était une vingtaine à être issus du milieu viticole, donc fils ou fille de vignerons. Donc déjà d'une, ça c'est un truc très important, parce qu'en fait tu te rends compte que finalement tu te comprends sur plein de choses. Tu te comprends sur plein de choses là-dessus. Et en fait ces gens-là, c'est tes copains d'hier, mais c'est toujours tes copains d'aujourd'hui. Moi aujourd'hui, la semaine dernière, il y avait le salon Wine Paris, qui est un très gros salon professionnel. Je pense que j'ai revu, je sais pas, 6, 7, 8 potes de la Viti qui étaient avec moi en BTS, qui aujourd'hui sont tous à la tête de leur domaine. J'ai des potes avec qui on travaille, c'est-à-dire qui sont aujourd'hui soit importateurs, soit cavistes, soit bar à vin. C'était des potes. Et là, tu te dis c'est top, quoi, parce qu'en fait, tu as toute une relation qui est encore différente avec ces gens-là, et ça, c'est vraiment fun. Et comment ça se passait avec les 10, du coup, qui sont pas fils de vignerons? Est-ce qu'il y avait un peu deux teams dans la team, ou c'était comment? Alors, pour être hyper honnête, on a eu une promo qui était extraordinaire. Et ça, la Viti en a longtemps parlé après, parce qu'on a eu une promo qui était équilibrée sur plein de choses. Donc effectivement, on était 20 à être issus du monde viticole et 10 qui ne l'étaient pas. Mais on était aussi une promo où, chose qui n'arrive jamais, il y avait 10 filles dans la classe sur les 30. Donc dans une classe viticole, c'est quand même relativement rare. Et si tu préfères, on a eu une cohésion dans notre classe, un truc vraiment incroyable. Et c'est pour te dire, on se retrouvait tous les ans pendant un week-end jusqu'au Covid, quoi. Jusqu'au Covid. Et là, une des dernières années, c'était ici à Sancerre. Sur les 30, je crois qu'il y en avait 25 qui étaient là. Donc tu te dis là, c'est qu'il y a vraiment une sacrée cohésion. Bon allez, maintenant c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Mais c'est simple. Bon, t'as le Covid qui est passé par là, t'as perdu l'habitude. Là, il y en a plein qui ont des enfants. Donc t'es plus dans le même truc, mais on est encore en contact avec. Moi, je suis encore en contact avec plus des 2 tiers de ma promo, en fait. Ouais, c'est chouette, c'est chouette. Ok. Donc le BTS se passe, tu l'as, etc. Ouais. Et ensuite, donc la décision de partir. Comment ça se fait? C'est toi qui as cherché, ou c'est une opportunité qui est Non, venue pas du tout, c'est t'attraper? moi qui ai cherché, parce que tu sais, en plus tu le sais bien par rapport à ta formation, toi, on est très fort en anglais, les Français. Et j'étais une vraie brêle, je détestais cette langue, et je me suis dit le seul moyen pour pouvoir parler anglais, c'est de partir. Et c'est surtout que je savais que j'en aurais besoin plus tard. Et donc en fait, j'ai cherché un stage aux États-Unis pour une vinif. En fait, je me suis dit, je vais partir fin août, je vais faire septembre, octobre, novembre. Et je me suis dit, attends, mon gars, tu sors de Beaune, t'es fils de vigneron, tu te barres aux États-Unis, tu vas trouver un domaine, ça va être super. Ouais, en fait, pas du tout. Parce qu'en fait, ce qu'on a un peu tendance à oublier quand on est français, c'est que du vin, on en fait dans le monde entier. Des jeunes, il y en a dans le monde entier, et qui vont faire des vinifs, il y en a de partout. Et donc en fait, j'ai hyper peiné à trouver un stage, une boîte au début. J'ai envoyé des centaines de mails, et puis jusqu'au jour où tu fais jouer ton réseau, effectivement, et ton réseau de la Viti, et où j'ai chopé une place en Oregon grâce à Véronique Drouin du domaine Drouin, qui a un domaine là-bas depuis les années 80, qui m'a dit, elle dit, moi écoute, je suis plein, elle m'a dit par contre, je vais te trouver quelqu'un, ça va bien se passer. Et donc je suis parti là-bas fin août, j'ai fait ma vinif dans cette structure qui était volontairement ce que je cherchais, parce que c'était une structure démesurée. C'était vraiment une très très grosse... ils appellent ça des facilities là-bas. C'est en fait, ils faisaient du vin pour plein de domaines. Donc j'avais besoin de voir ça. Tu sais, quand tu sors de Bourgogne, tu as besoin aussi de voir l'autre côté du monde du vin. Qui était hyper intéressante, parce que l'avantage c'est que tu vois ce que tu veux pas faire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon boss de cette boîte-là m'a dit, au bout de 2 mois, il m'a dit, écoute Clément, j'ai mon petit domaine à côté où j'ai une 20aine d'hectares en biodynamie, mon chef de cave s'en va, est-ce que ça t'intéresse de prendre sa place à la fin des vinifs? Donc tu as 22 ans, on te propose de gérer une cave aux États-Unis, bah en fait tu te poses pas trop de questions. Ouais, et puis, Incroyable. Donc je suis resté, à la place de rester 3 mois, je suis resté 2 ans aux États-Unis. Ok, incroyable. Et donc, tu arrives là-bas, tu es direct à la tête des responsabilités En fait, j'ai fait mes 2 mois et demi dans une très très grosse structure où là, en fait,
J'étais salarié comme tout le monde, à nettoyer les cuves, à vinifier en fait pendant les vendanges. Et puis j'avais un mois de break, c'était prévu justement avec des potes de la Viti où on devait se faire la côte ouest des États-Unis ensemble. Je suis rentré ici pour refaire mon visa pour Noël, et puis le 2 janvier, je reprenais l'avion et je repartais aux États-Unis. Et là, effectivement, je me retrouvais dans une cave tout seul comme un grand à devoir gérer la cave. Et ça, si c'était pas aux États-Unis, c'était impossible à faire. Jamais quelqu'un t'aurait donné les clés d'une cave à 22 ans quand il te connaît pas pour gérer une cave. Ouais. Et C'était quoi? C'était l'impression que tu avais donné là-bas? C'est Ouais. le fait d'être français, ça doit un peu Alors aider. ça avait peut-être joué, le fait d'être français. Fils de vigneron français. Fils de vigneron, ils étaient rassurés par ce côté-là parce qu'ils savaient qu'on allait connaître le taf. Ouais, que si à un moment donné, il y a un coup de fil à passer, Voilà. tu peux le passer. Et donc en fait, ils m'ont fait confiance. Bon, voilà, ils m'ont proposé après 2 mois que j'avais bossé pour eux dans une très grosse structure. Donc ils se sont dit, bon voilà, si le mec il est capable de bosser dans une grosse structure, il n'y a pas de problème qu'il arrive à bosser dans une plus petite, un peu plus pointue. Et là, ça a été vraiment, vraiment top. Enfin, moi, j'ai eu une expérience là-bas extraordinaire pendant ces 2 années-là. Comment t'as appris? Qui t'apprenait des choses là-bas, du coup? Enfin, faire, déjà, on apprend des choses en Alors, faisant, des fois se trompant, etc. mais- t'apprends en faisant. Clairement, donc moi j'avais mon boss qui était lui qui était en nom, hein, que je voyais une fois par semaine, et qu'une fois par semaine on dégustait. Il me demandait de prendre X échantillons, on dégustait. Il me disait bah tiens là faut qu'on fasse ci, là qu'on fasse ça, qu'est-ce que t'en penses pas. Ah, Voilà. donc lui, c'est quelqu'un qui savait Ouais, faire ouais, du lui vin. c'est son Ouais. métier. Mais bon, il avait différentes boîtes à gérer, donc il avait besoin de personnes dans les caves. Et en fait, bah moi je prenais mes décisions, hein. Des fois il pouvait arriver un lundi matin en me disant Clément, là, il y a 2 cuves à préparer. Jeudi, tu as un camion, ça part à New York. Bah, tu te dis, bah oui, allez, c'est parti. Et en fait, j'ai énormément appris. Après, tu t'entoures. Tu t'entoures de gens, tu vas dans d'autres domaines, tu discutes avec d'autres personnes, tu apprends à comprendre comment ça fonctionne. Tu n'es pas sur la même vision du vin qu'ici. C'est quelque chose que j'aime beaucoup dire. Ici, dès qu'on me parle du monde du vin, une problématique qui n'est pas une problématique, mais en France, on est un pays agricole. On est un pays agricole, un pays viticole. Et sur le monde du vin, on produit, et après, on va se poser la question de comment on va le commercialiser. Quand tu es aux États-Unis, tu as une autre vision, c'est-à-dire que les vignobles sont beaucoup plus récents. Donc, c'est-à-dire que les mecs qui ont décidé d'avoir un vignoble, ils ont mis un paquet de billes. C'est pas historique, en fait. Et donc, en fait, eux, avant de produire, ils vont déjà se poser la question de comment ils vont le vendre. Donc, en fait, ça veut dire que tu n'as pas du tout la même vision du vin. Nous, ici, la vision du vin, elle est très culturelle. Ça fait partie du patrimoine français, il y a tout ce côté-là. Là-bas, c'est une vision qui est très business. Donc c'est vraiment intéressant parce que je trouve qu'il y a vraiment des choses à prendre, des choses à laisser. Mais pour moi, c'était une superbe expérience. Concrètement, est-ce que ça veut dire, par exemple, que la partie business du domaine a identifié qu'il y a une demande pour des vins qui vont avoir ce profil, et du coup, on te commande Ouais, c'est ça. d'essayer à la cave de Ouais. faire plutôt des choses comme Bah, ça? en fait, vu qu'on était un domaine en biodynamie, on n'avait pas cette volonté de faire des vins techniques, hein, c'était pas du tout la volonté. Mais par contre, on avait quand même un besoin de répondre au marché. Faut bien t'imaginer, tu vois, tout à l'heure, on a dégusté des vins sur cuve. Et ben, imagine-toi, c'était exactement la même chose, mais sur des rouges, où un lundi matin, il est venu me voir en me disant Clément, jeudi, il faut que ça parte. Donc les vins n'étaient pas prêts du tout. Donc là, il faut par des actions de toi, en fait, de ta capacité à déguster, à voir comment un vin va évoluer, et ben de mettre un vin en bouteille et qu'il soit prêt à boire 15 jours après, quoi. Donc ça, effectivement, c'était des choses assez intéressantes que j'en garde des bons souvenirs, et puis qui me servent encore de temps en temps, hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Ok. Et comment tu décides que ça s'arrête? Comment je décide que ça s'arrête? Ça s'est fait par 2 choses. Mon père en avait marre ici, parce que mon père avait quand même beaucoup développé le domaine par lui-même. Et à un moment, quand tu es tout seul, bah, tu peux plus être aux vignes, à la cave, au bureau, au commerce. Donc il en avait un petit peu marre. Moi, je lui avais dit que de toute façon, je rentrerais. Et puis mon patron avait pris la décision de vendre son domaine à un très gros groupe. Donc je savais que moi, dans les 6 mois qu'allait suivre mon départ, de toute façon, il y aurait un changement. On va dire, structurel. Donc j'ai dit, je préfère m'en aller tant que je suis bien, tant que je suis tranquille, et puis voilà. Ok. Et c'est intéressant là ce que tu dis, le côté je savais que j'allais revenir. Ouais. Ça, dès le début. Non, enfin, je préfère Tu vois- quand j'ai fait mes études, d'une, je savais peut-être qu'à terme j'allais revenir. Ça, y a pas je l'avais toujours dans un coin de l'idée. Comment, j'en savais rien. L'opportunité des États-Unis, honnêtement, elle me serait arrivée
allez, 2-3 ans après, donc tu vois, sur les coups de 25 ans, je serais sûrement peut-être pas en train de te parler là. Parce que je pense que j'aurais fait quelque chose là-bas. Parce qu'effectivement, tu vois, mes parents sont venus me voir quand j'étais là-bas, et mon père, qui est pourtant un vrai terrien, qui est quelqu'un d'ici, il était avec mon frangin et moi, et clairement, il nous a dit, les gars, si vous avez un truc à faire ici, faites-le. Parce que c'est une superbe région, parce que c'est des super terroirs, parce qu'il y a un potentiel de malade. Et tu vois, ça s'est pas fait parce que j'avais 22, 23 ans, je savais que j'allais revenir ici. Au début, quand je suis revenu, tu es toujours un peu dans cette euphorie-là, où tu as tous tes potes encore aux États-Unis, tu te dis, bah allez, tiens, je vais regarder si je peux pas faire quelque chose et tout. Mais oui, mais en fait, c'est pas un coup de bagnole pour aller en Oregon. Donc j'ai laissé tomber l'idée, et puis je regrette pas en fait. J'ai pas du tout ce regret-là. Mais comme quoi, les opportunités de vie, il y a plein de choses qui peuvent faire évoluer tes prises de décision, quoi, en fait. Et le moment où ton père te rappelle, il te dit, bon, moi ici, ça commence à être difficile tout seul. C'est quoi? Alors il l'a pas fait comme ça. Il l'a pas fait comme ça parce que déjà, quand je leur ai annoncé que je restais, mon père m'a dit, bah c'est super. À l'origine, au tout début, il m'a dit c'est top. Ma mère un peu moins. Ma mère, elle comprenait pas trop au début. Et au final, tu vois, quand on s'appelait, j'ai jamais ressenti de pression. Mais en fait, tu le sens. Tu le sens ou tu le comprends ou autre. Quand ton père, il en a marre à la fin, on passait derrière un millésime qui était le millésime 2011, qui était quand même pas un millésime hyper facile ici, tant au niveau vigne qu'au niveau vinification. Donc voilà, en fait, moi ça m'allait bien. Tu vois, j'avais prévenu mon père, je lui ai dit, écoute, quand je rentrerai, tu commences à me garder quelques trucs bien particuliers parce que je veux pouvoir avoir quelque chose de nouveau à commercialiser. Et tu vois, cette anticipation-là, clairement, ça voulait bien dire que de mon côté, j'avais déjà commencé à y réfléchir. Ok. Du coup, retour ici, toi, du coup, ça te fait quel âge là au final? Ça te fait J'ai 35 là. Ouais, et quand tu reviens ici, du coup, c'est 2012, donc j'avais 23, 24, ouais. 23, je vais avoir 24, 36 ok. cette année. Ouais. Comment ça se passe alors, ce moment-là? Tu reviens ici. Alors, ton père a quel âge? Mon père, mon père est à la retraite maintenant. Il avait 55 ans. Quoi, il est de 57, mon père, donc il avait 50 et quelques, quoi. Ouais, ok. Ouais. Et ça se passe, je m'en rappelle comme c'était hier. Donc le premier lundi matin, j'arrive au bureau et mon père me regarde et me dit, je ne veux plus m'occuper du commerce, je ne veux plus m'occuper de l'administratif. Il n'a jamais remis un pied au bureau. Ah ouais. Voilà, du jour au lendemain. Donc, alors, c'était propre, c'est une grosse chance parce que par rapport à certains copains vignerons qui ont toujours les papas sur les épaules, où c'est insupportable. Nous, on a eu la chance d'avoir un père hyper ouvert, hyper honnête, et en fait, qui nous a fait confiance. Donc en fait, moi, donc, tu vois, comme je te dis, vraiment, dès le premier jour, donc ça, c'était début janvier. Septembre est arrivé pour les vendanges. Il m'a dit, Clément, il dit, on vinifie à 2 cette année. Je dis, oui, c'est normal. Enfin, on vinifie à 2. Milieu de vendange, il me dit, oui, de toute façon, tu sais comment faire. Ok. Deuxième année, je lui dis, on refait pareil cette année. Il me dit, non, il t'a pas besoin de mon cave. Donc en fait, moi, la passation, si tu préfères, avec mon père a été très, 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 très rapide. C'est-à-dire que je te dis, toute la partie, on va dire, plus commerciale, administrative, toutes ces choses-là, il voulait plus entendre parler. Donc en fait, pour lui, ça a été, hop, Clément est revenu, je tourne la page. La partie vinification, il a été là la première année. La deuxième année, il m'a déjà laissé faire. Après, il goûtait avec moi si j'avais besoin d'un avis, des choses comme ça, mais il mettait quasiment plus un pied en cave parce qu'il avait plus envie. Il savait qu'on avait notre envie de se développer, de faire des cuvées, des machins. Donc en fait, il était pas dépassé, mais c'était plus ce que lui avait l'habitude de faire. Donc en fait, ça ne l'intéressait pas. Il y a plein de choses. Alors, sur la partie commerce, ça veut dire que c'est toi qui prends le téléphone, t'appelles tes gros clients. Ouais. Tu dis salut, maintenant c'est moi qui m'occupe. Ouais. Il n'y a pas le moment non. où moi. Putain, alors, il nous a fait la passation, tu vois, c'était en janvier. En février, on avait un salon pro. Donc, il était là. Il était avec moi. Tous ceux qui sont passés l'ont su, que c'était moi qui allais m'en occuper parce que j'ai fait tous les rendez-vous. Ça a été compliqué avec un seul client. Mais je m'en rappelle franchement comme c'était hier. Le mec m'a raccroché au téléphone à la gueule 3 ou 4 fois avant qu'il comprenne qu'en fait, mais mon père ne voulait plus s'en occuper. C'est qu'il pensait que mon père ne voulait pas lui parler. Mais non, mais c'est en fait, mon père, il voulait juste plus s'en occuper. Donc c'était rigolo parce que c'était un anglais. Mon père a toujours eu un anglais approximatif où il se démerdait. Mais puis moi qui lui parlais couramment à l'autre il comprenait pas, mais il se disait mais c'est qui ce type qui me parle anglais en plus donc voilà. Et puis après ça s'est très bien passé.
Là où ça a été plus compliqué sur la passation, parce que tout n'est pas tout le temps aussi facile que je le raconte, c'est plus pour la partie de mon frère. Donc Florian est arrivé 1 an après, et effectivement, là, Florian reprenait vraiment la partie de mon père. Il reprenait vraiment la partie terre, la partie vigne. Donc Florian, pendant 2 ans, s'est vraiment fondu dans l'équipe. C'est-à-dire, il me l'avait dit, il m'a dit, mais moi, je peux rien dire. Il dit, il y a des gars qui ont fait toute leur carrière ici. Il dit, il faut déjà que je sois avec eux, vraiment. Et puis après, petit à petit, mon père, on a dit, voilà, il faut que tu prennes ta place. Et donc, il y a eu 2 ans un peu compliqués où effectivement, mon frère avait des nouvelles idées, mon père avait pas spécialement envie. Et puis là, il arrive un moment où effectivement il y a eu une fois ou deux où il a fallu taper du poing sur la table avec mon frère en disant écoute, voilà papa, il y a 2 solutions, soit tu nous fais confiance, soit sinon on laisse tomber parce que soit c'est une équipe qui avance, soit... Et ça n'a jamais été un clash. Mon père a dit oui, il n'y a pas de souci en fait. Il dit c'était mes habitudes, mais il dit... Donc on a eu énormément de chance. Nous, on a eu une passation chez nous vraiment, vraiment extraordinaire. Ouais, et quand c'est rapide, l'autre truc moi qui me vient de suite, quand c'est rapide, est-ce que du coup les vins, ils ont changé assez vite pas aussi ou vite, pas non. trop? Non, parce que un vin n'est pas fait à la cave. Un vin est fait aux vignes. Là, il y a une inertie. Il y a une inertie. Il y a réellement une inertie. Et ça, tu vois, moi, je le vois justement. Je peux te donner l'exemple qu'on parlait tout à l'heure. Mes potes de Beaune qui connaissaient le vin de mon père, quand t'emmènes des bouteilles à Beaune, qui ont connu mes premiers millésimes. Et moi, j'ai aussi tout le retour maintenant par rapport à mes clients. En fait, il nous a fallu 10 ans pour faire évoluer nos vins, en fait. Pour aller chercher plus de finesse, pour aller chercher plus de complexité, toutes ces choses-là. Mais c'est normal. Il faut le temps que les terroirs s'habituent à ce que tu leur demandes. Il faut le temps que toi, ton travail s'habitue à ce que tu as besoin. Enfin, il y a toutes ces choses-là qui font une évolution. On a eu un journaliste qui est venu il y a de ça 3-4 mois, où on a fait une dégustation qui était hyper intéressante sur nos 3 terroirs, sur 3 millésimes différents. Et donc on est remonté, je crois, jusqu'en 2013 ou en 2014. Il m'a dit, on reconnaît la patte sur les 3 millésimes. Donc il y avait 14, 17 et puis 21, un truc comme ça. Mais il dit par contre, on voit surtout l'évolution de la qualité des vins. Et il dit c'est vraiment flagrant l'évolution qui a été prise en 10 ans de temps. Donc de toute façon, non, tu ne peux pas changer un style ou une qualité de vin du jour au lendemain. Ça, c'est impossible. Oui, à condition de rester aligné sur la partie cave, élevage, volonté et tout. À condition de rester aligné sur ce qui était fait avant. Et surtout le boulot vigne. Ouais. D'accord, ok. Et du coup, alors quand vous arrivez avec votre frangin, c'est quoi les trucs sur lesquels vous voulez continuer comme votre père et les trucs sur lesquels vous voulez changer? Tu vois ce que je veux dire? Alors, ce qu'on a changé, c'est typiquement notre commercialisation. Ça, c'est sûr. Ça, c'était un axe que moi, je voulais développer. J'ai dit à mon père, quand mon père m'a dit « Clément, tu t'occupes de l'administratif et tu t'occupes du commerce », je lui ai dit « Il n'y a pas de souci. » Mais par contre, je ne me lèverai pas tous les matins à Saint-James. Donc moi, j'avais ce besoin de revoyager, ce besoin d'aller voir des clients, ce besoin de bouger. Donc ça, c'était un axe qu'on avait pris. On avait pris la décision. Nos parents, eux, c'était 80% aux particuliers et 20% aux pros. Et donc aujourd'hui, on est complètement à l'inverse. On est à 95% aux pros et 5% aux particuliers. Donc ça, c'est un changement drastique en fait. Parce que là, vis-à-vis de tes parents, il faut que eux te suivent dans l'idée parce que forcément, il y a des clients qui vont pas comprendre. Et c'est leurs clients, tu vois, c'est leurs anciens clients qui est là-dessus. Donc ça a été source à conflit des fois. Ça s'est vite résolu, mais ça a été un petit peu des fois compliqué. Et puis je pense que c'est plus mon frère qui a fait des concessions au début. Dans les vignes, quand c'était compliqué avec mon père, il dit oui, écoute, je le laisse faire. Et puis moi, je fais mes essais à côté. Et puis quand tu prouves que l'essai fonctionne mieux que ce qui se faisait avant, ça va tout seul. Mais voilà, c'était plus ça. Ok, top. Écoute, nickel. Est-ce qu'on peut remonter du coup un peu dans le temps et parler un peu de l'histoire du domaine? Tu as dit que vous représentiez la 5e génération ici. Ouais, c'est ça. Du coup, partir du début, un peu comment ça se construit ici? Eh ben, si on part vraiment, alors on est la 5e génération du côté de mon père. Nous, du côté de nos grands-parents, les deux avaient des vignobles. Ma maman est ici, elle est du village de Saint-James. Donc mon grand-père avait des vignes ici sur Sancerre et mon papa donc du Giennois sur Pougny, où il y avait des vignes aussi sur Pougny. Mais on était sur des modèles très typiques de la région, c'est-à-dire des vignes, des champs, de l'élevage. Ils étaient vraiment en polyculture.
Et ça, c'est ce qu'il y avait sur les 3-4 générations au-dessus. Ça a toujours fait du vin. Tu vois, j'ai encore reçu un mail hier là, d'un de nos petits clients, un petit importateur en Belgique, qui dit: Clément, la première fois que j'ai acheté du génois, c'était chez ton grand-père. Donc c'est ça qui était très rigolo parce que mais de la bouteille assez vite alors. Il y a toujours eu de la bouteille chez nous. Il y a toujours eu de la bouteille chez nous. Et donc voilà, donc ça, mes grands-pères étaient vraiment en polyculture. Et quand mon père a voulu s'installer, lui, par contre, il a dit clairement à mon grand-père, il a dit: moi, faire des chèvres, faire des vaches, ça m'intéresse pas. Faire de la grande culture, ça m'intéresse pas. Il dit: moi, aujourd'hui, je veux faire de la vigne. Donc, il dit: c'est soit tu me suis, soit tu me suis pas. Et mon grand-père, qui était plutôt sur le côté très protocolaire, très restreint, très non, mais moi, ce que je fais, ça me va, a dit: bah non, moi, je change pas mon fusil d'épaule. Et donc, en fait, mon père s'est installé ici à Saint-James avec ma mère dans les années 80 et a commencé le domaine ici à zéro. C'est-à-dire, ils sont repartis, ils sont installés, il n'y avait pas un pied de vigne. Donc, dans les années 80, il y avait encore des terres libres à Sancerre, il y avait encore des vignes à possibilité de louer. Donc, il a commencé comme ça, il a loué. Attends, mais je comprends, il y a une rupture là du coup. C'était pas au même endroit avec le grand-père. Avec mon grand-père du Giennois, ouais. Ah oui, l'exploitation là-bas, du coup. Il a laissé à mon grand-père. Il a dit: tu continues ton truc. Mon grand-père n'était pas déjà à la retraite dans les années 80. Donc, il a dit: tu continues ton truc. Il dit: il n'y a pas de souci. Mais il dit: je m'installe pas avec toi si on se met pas à faire que de la vigne. Wow. Et donc, mon père s'est installé ici. Il a monté progressivement. Il est parti de zéro en 1980. Et en 1998, quand mon grand-père, donc dans le Giennois, est arrivé à la retraite, en fait, il avait 7 hectares sur Sancerre. Mon grand-père en avait 4 ou 5 dans le Giennois. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il a récupéré les vignes dans le Giennois et qu'il a commencé, en fait, à racheter de la vigne, à se développer dans le Giennois, replanter de la vigne et tout. Ouais, donc ça va. Donc il n'y a jamais eu de rupture, en fait, si tu préfères. Il n'y a jamais eu de rupture familiale. Ouais, c'est ça. Il y a eu une rupture de travail. Oui, parce que moi, j'étais en train de me dire, il n'a quand même pas été déshérité, ton père. Non, parce que mon père allait aider mon grand-père quand il y avait besoin aux vignes ou tout, mais mon père ne s'est jamais installé avec mon grand-père. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais travaillé ensemble. Mon grand-père faisait son vin, mon père faisait son vin, comme deux domaines distincts, en fait, si tu préfères. C'est pareil, ouais. Mais ce n'était pas le problème, en fait. Si tu préfères, il n'y avait même pas d'animosité. Mon père n'avait pas envie de cette histoire de faire de la polyculture, tout ça, et ça s'est très très bien passé comme ça. Et donc en 98, quand mon grand-père est parti à la retraite, voilà, on a récupéré les vignes qu'il avait, et puis mon père a continué de développer derrière, et nous on a continué de développer dans le Giennois. Ok, top. Bon, non, c'est pas grave, on va avancer. Donc ton père s'installe ici. Ouais. Là, du coup, il part de 0. Zéro. La vigne qui est là, juste à côté du domaine que tu as vu en arrivant, c'est lui qui l'a planté en 1980 et il n'y avait rien. Il est parti de zéro, il a commencé à pouvoir louer un petit bout de vigne, un petit machin. Son premier millésime, il l'a fait dans la cave de mon arrière-grand-mère qui est dans le village. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Il a fait son premier salon de particulier où il a mis les bouteilles dans la remorque derrière la voiture et il est parti vendre son vin. Et c'est comme ça que ça a commencé. Il a commencé à zéro en 1980. Et tu vois, quand nous on est revenus en 2012, il faisait quand même 80 000 bouteilles. Donc il avait sacrément développé son truc. Il a fait un gros boulot. Donc aujourd'hui, notre esprit qu'on a avec mon frère, si on a cette volonté, si on est aussi entrepreneur comme ça, c'est qu'on a eu un exemple aussi de quelqu'un qui est parti de zéro. Ouais, donc parce qu'il fait 1980, 1998. Donc ça fait seul, 18 ans à peu près. 18 ans tout seul. À développer sur Sancerre. Et il arrive à 11-12 hectares par ici, c'est ça voilà. Ici sur Sancerre, il arrive à 9 hectares. 9 hectares voilà, ici à Sancerre. 8 hectares ici. Et puis en 98, il en reprend 4-5. Ok. Et puis entre 98 et 2012, il reprend des vignes, il en replante. Et au moment où nous on revient, il est à une vingtaine d'hectares. Ouais, ok. Donc un bâtisseur, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ok. Et qui a grandi aussi un peu avec l'appellation Sancerre, parce que ça fait depuis quand, du coup, qu'à Sancerre, c'est plus possible de planter, fait que tout est planté. Oh, ça va faire une petite dizaine d'années. Ah, c'est pas si vieux que ça. Non, en fait, je préfère. L'appellation est vraiment petite. Sancerre, c'est une toute petite appellation. Donc, il restait des terres qui n'étaient pas plantées, mais c'était vraiment à la marge. Et celles qui n'étaient pas plantées, c'était notamment celles qui étaient
très difficile d'accès, non? Alors il y a ça, où il y a le fait des fois que c'était parce que c'était des successions qui se faisaient pas, ou alors c'était parce que des gens qui voulaient pas planter, ou des gens qui voulaient pas louer, ou des gens qui se gardaient tout le temps des terres vides pour faire des rotations. Enfin, tu vois, il y avait tout plein de choses qui pouvaient être faites. Mais franchement, les 200 derniers hectares du Sancerrois ont été plantés là dans les 10 dernières années. Ok, d'accord. Donc il bâtit comme ça. Ouais, c'est étonnant là, cette relation du coup où on travaille pas ensemble, mais on continue bon, on continue d'avoir D'avancer, de bons rapports exactement. familiaux et Et en fait, tout. on Et continue d'avancer on ensemble est parce d'accord que avec ça. Ça montre quand même un niveau de, je sais pas, ouais, de compréhension des choses et tout. Parce ouais, que une exploitation agricole, c'est quand même beaucoup d'affect, beaucoup de construction et tout. Et tu sais, génération de nos grands-parents, ton ouais, grand-père, ça doit être ça, tu vois. Ils ont connu, bon, ils étaient jeunes, mais connu la Deuxième c'est Guerre et ça, tout. c'est exactement ça. Donc en fait, l'affect, si tu préfères, mon père l'a toujours eu. Enfin, il nous l'a toujours dit. Dès que mon grand-père il avait besoin d'un coup de main, il y allait ou autre. Mais il ne voulait pas euh, recommencer en fait ce même modèle. C'était un modèle qui ne lui convenait pas. Il avait fait des études viticoles, mon père. Il avait été en stage à Pouilly dans un domaine viticole. En fait, il voulait faire Oui, oui, ça. oui, oui, Il oui. voulait faire ça. Oui, oui. Et pour lui, c'était pas concevable du tout en fait. Oui, mais il y avait ce côté, il y a une rupture de génération où, voilà, où ça, les exploitations spécialisées et qui sont plus en polyculture et tout, ça apparaît là, ça devient général dans les années 70, par là. Ouais. Mais génération de nos grands-parents, Ah bah là, oui, c'était pas. tu vois, il y avait eu la Deuxième Guerre, ce côté là, un peu, faut tout avoir ici au C'est cas ça, où, tu vois, au cas où. Ouais. on a tout ce qu'il faut et tout. Ouais, ouais, ouais. Et quand même, du coup, ton grand-père, ok avec le fait de comprendre que son fils ne fera pas la même chose, quoi. Ouais. Ça l'a pas gêné parce que, en fait, je pense ce qui a aussi tenu mon père avec mon grand-père et ce qui a fait que ça s'est excessivement bien passé, mon grand-père fait partie vraiment des membres fondateurs de l'appellation génois. C'est-à-dire que lui, il s'est battu toute sa vie pour que le génois soit reconnu comme une appellation d'origine contrôlée. Ça a été très compliqué parce que petite appellation, peu de vignerons, on avait deux gros mastodontes autour de nous qui sont Sancerre et Pouilly. Et au final, il s'est battu toute sa vie pour ça et il a pris sa retraite l'année où on a obtenu l'appellation. Donc mon repère est parti en 98, le génois a eu son appellation en 98. Et en fait, pour lui, voilà, c'était le Graal. Il avait eu son appellation, il avait bossé toute sa vie pour ça. Mais en fait, grâce à ça, il avait fait un boulot avec mon père pendant, on va dire, les 10 dernières années. Un boulot de malade parce qu'ils avaient fait un travail de sélection de terroirs, de sélection de parcelles, de tout ce que tu veux, qui nous ont permis, à mon père et à nous, d'avoir aujourd'hui des vignes récentes qui ont été plantées dans les années, justement, fin d'années 90, début d'année 2000, sur des super terroirs. Et ça, aujourd'hui, si on a les terroirs qu'on a aujourd'hui, c'est bien grâce à notre grand-père, alors même qu'on ne bossait pas avec lui, tu vois. Mais moi, j'ai passé toute mon enfance chez mes grands-parents, ça n'a jamais été un problème. C'était juste vraiment le boulot pur et dur qui avait été séparé dès le début, et puis tu vois, qui se sont remis ensemble, dans les années 90. D'accord, d'accord, d'accord. Bah, nickel. Est-ce que tu peux, du coup, aujourd'hui, alors non, peut-être on continue d'avancer dans le temps. Vous arrivez, donc il y a une vingtaine d'hectares, Ouais, coteau du Génois, Sancerre. ouais, Ça a encore grossi aujourd'hui, parce ouais. que du coup, sur ces 10 dernières années, ça passe jusqu'à 32. 32 hectares, Voilà. ouais. Comment ça se passe, du coup? C'est vous qui en êtes à Ouais. l'initiative? Parce que ton père est à la retraite depuis quand? Il est à la retraite depuis 2018. Ouais, donc Ouais, assez ça. récemment. Donc ça Ouais. s'est quand même fait, enfin le début avec lui, quoi. Le Avec fait lui. de Ouais, ouais. continuer, Ouais. de continuer de grossir C'est et tout. ça. Donc là, Lui était encore dans cette dynamique au non, moment où non, il t'appelle. lui, il voulait plus grossir. Lui, c'était Bah non, bon. parce qu'en fait, quand tu es tout seul, il arrive un moment, tu peux plus tout gérer. Ouais. Et en fait, on a continué à se développer à partir du moment où mon frère était revenu. Moi, l'année de transition, en fait, mon frère est Oui. arrivé un an après moi. Ouais. L'année de transition où j'étais là, on n'a rien bougé parce qu'en fait, c'était impossible. Il fallait déjà qu'on comprenne comment ça fonctionnait, comment on allait fonctionner nous ensemble, comment ça allait se faire. Et c'est après qu'on a continué. On a eu une opportunité ici sur le village de récupérer un petit morceau de vigne sur Sancerre parce que c'était un monsieur qui nous avait toujours dit, écoute Jean-Marie, donc c'est mon père, il lui a dit, tu m'avais aidé à planter la vigne, quand moi j'arrête, elle est pour toi. Donc voilà, on avait récupéré une petite parcelle là. Et après, tous les autres développements qu'on a fait sont uniquement dans le Génois. Et dernièrement sur Pouilly, parce que c'est pareil, sur Pouilly, c'était un vigneron, ami de la famille, à qui on achetait le raisin depuis des années, qui nous avait dit, les gars, de toute façon, quand moi je suis à la retraite, les vignes, c'est pour vous. Donc les 1,5 hectare de Pouilly, on les a récupérés il y a 2 ans. Mais par contre, le Génois, dès
avec Florian, dès qu'il est revenu, là, successivement, pendant 4-5 ans, on a soit repris des petits domaines où les gars partaient à la retraite, donc qui pour nous était quelque chose d'hyper intéressant parce que c'était des vignes souvent qui avaient déjà un bel âge, donc sur des choses hyper qualitatives. Donc, tu vois, sur une période de 3 ans, là, on a grossi très vite de 8 hectares parce qu'on a repris 2 petits domaines de 4 hectares. Donc bah là, ça te fait passer un cap tout de suite, quoi, en fait. Et cette stratégie coteau du Génois, qu'est-ce qui la guide principalement? Tu as commencé à répondre, le fait de pouvoir accéder à des vieilles vignes. Ouais. Alors, pourquoi là-bas plus que... La stratégie génois, elle est, je pense qu'il y a 2 choses. La première chose, c'est l'affect. Comme je te disais, mon grand-père a fait partie des membres fondateurs de cette appellation-là. Ils avaient fait un boulot de malade sur les terroirs. Donc, en fait, on sait le potentiel de cette appellation-là. Si on regarde toutes les appellations du Centre-Loire, le Giennois est la 2e appellation en termes de diversité de terroirs, juste derrière Sancerre. Donc, c'est une appellation avec une tonne de superbes terroirs. Et puis, un truc où on va être beaucoup plus terre-à-terre. Aujourd'hui, Sancerre, on peut plus se développer. Nous, moi qui voulais me développer avec mon frangin, en fait, tout simplement, en fait, c'était tracé. On avait notre grand-père, notre père qui avaient des terroirs qui étaient extraordinaires. On s'est dit, on le fait là. Par contre, c'était un méga pari, parce que vendre du Giennois, c'est pas vendre du Sancerre. Dans la difficulté et dans le prix aussi des bouteilles. Oui. C'est exactement ça. Et donc là, tu as intérêt d'être persuadé de ce que tu fais, tu as intérêt d'être persuadé de ce que tu mets dans la bouteille et d'énormément se bouger, quoi. Et d'énormément se bouger. Moi, tu vois, la partie commerciale que je m'occupe, avant le Covid, parce que là, ça commence seulement à repartir maintenant, les déplacements, avant le Covid, j'étais parti 2 fois par mois, en France ou à l'étranger. Mais c'est le seul moyen que tu as de... en fait, si tu payes pas un canon de Génois pour faire goûter et que les mecs se disent « Putain, mais c'est bon ce truc-là », ils vont pas t'acheter. Oui, il y a personne qui vient chercher. Il y a personne qui vient, il y a personne qui en cherche. C'est exactement ça. C'est ce qu'un acheteur m'a répondu un jour en me disant « J'en ai pas besoin ». Mais je dis « Oui, c'est sûr que tu n'en as pas besoin. Mais par contre, si tu l'as, tu vas le vendre ». Ouais, c'est ça. J'avais une discussion un peu là-dessus avec un vigneron du Sud-Ouest qui est en IGP. Ouais. IGP Comté-Tolosan, pas d'AOC et tout. Il disait c'est ça, sur des appels d'offres d'export, sur ce genre de choses, personne cherche ce que je fais. Non. Il faut que ce soit moi qui aille développer la marque domaine plus que, tu vois, c'est exactement parce que l'IGP alors après, bon, là, c'est une appellation qui est quand même une identité et tout. Et je pense que vous, par l'histoire familiale et tout, vous avez aussi envie de la promouvoir. Mais c'est exactement et de promouvoir ça. Les voisins autour. Et nous, clairement, c'est notre signature. Les gens nous connaissent, Clément et Florian Berthier, pour le Giennois, parce qu'ils savent qu'on en est des gros défenseurs de cette appellation. Ouais, des ambassadeurs. Voilà. Ok. Et alors, en parallèle de ces achats de parcelles et de vignes, etc., ici, ça doit grossir aussi. Alors, sur Sancerre... ici, je parle de l'installation, les bâtiments. Oui, exactement. Ouais. Parce que déjà, on avait 2 caves à l'origine. Donc, on avait 7 caves ici à Sancerre et une dans le Giennois. Ça, c'était la loi qui nous imposait d'avoir un lieu de vinification dans le Giennois sur l'aire, qui n'était plus nécessaire après. Donc, en fait, la première grosse tranche de travaux qu'on a fait chez nous en 2014, c'est ça. C'est de ramener la cuverie ici, à Saint-James, pour avoir plus qu'un seul lieu de vinification. Okay. Donc ça a été notre première tranche de travaux. Après, le bâtiment où je te reçois ici, là, c'est pareil. Ça, c'est nous qui l'avons monté. Parce que quand moi je suis revenu, pendant 2-3 ans, tu es passé devant une maison qui était notre maison d'enfance. La cave était au sous-sol, sous la maison, les bureaux étaient dans la maison. Donc au bout d'un moment, ma mère n'en pouvait plus de nous voir, elle n'en pouvait plus de tout ça. Donc voilà, on a la chance d'avoir du terrain qui était libre, qui n'était pas en appellation, nous ici. Donc en fait, on a monté ce bâtiment de toutes pièces pour pouvoir avoir de quoi travailler, des bureaux, avoir des préparations, tout ça. Et donc après, tout s'est développé. En fait, on n'a rien fait tout de suite. C'est-à-dire qu'on aurait pu dire demain, on va à la banque, on leur demande un méga chèque et puis on monte tout ce qu'on a besoin d'un seul coup. Mais non, c'était pas possiblement viable. Et de 2, on s'est dit, mais en fait, on va faire les choses par étapes, quoi. Ça va se faire comme ça. Et donc, en fait, on a fait ça par salve, j'ai envie de dire, quasiment tous les 2 ans. Oui, voilà, on avait ça va quand même assez vite. une tranche d'investissement. Et puis, pour pouvoir avoir un outil de travail hyper opérationnel, hyper efficace, pour pouvoir mener à bien ce qu'on veut faire sur les vins. Parce qu'en fait, si tu manques de place, si tu manques de cuverie, si tu manques de tout ça, en fait, tu te forces à avoir des rotations plus rapides. Et c'est pas du tout ce que nous, on cherche à faire chez nous. Oui. Non, et là, on arrive aujourd'hui à un résultat, franchement, c'est assez impressionnant.
la qualité. Enfin, on sent le côté construit récemment parce que c'est fonctionnel. C'est large partout, c'est grand, enfin, il y a de la place, etc. Bon, ça, c'est quand même, ça a un coût. Ouais, C'est ça, quand même c'est sûr. des investissements considérables. Pour financer ça, comment vous avez fait? Est-ce que vous avez ouvert le capital? Est-ce que c'est uniquement de la dette, des emprunts? Ah, c'est que de la dette. Et ça, les banques vous ont suivi? Alors, Ton don tu sais, ton don, non. Ton ouais, travail en ouais, commerce ça t'a c'est beaucoup aidé au ça c'est moment mon de. travail, ouais, Ouais. clairement. En fait, le monde agricole, on est un peu trop des fois habitué à réfléchir purement agricole, domaine, famille, structure. Et donc ça veut dire une banque. Tu vois, le côté une banque familiale. Et donc, bah, comme nous, on était comme tout le monde, on avait une banque, on était au Crédit Agricole depuis longtemps. Et puis bon, tu fais un premier plan d'investissement, bon, allez, les mecs, ils regardent ce que tu fais, ça va à peu près. Et puis bah, quand tu retournes le voir un an après en lui disant, écoute, j'ai un autre projet l'année prochaine, là, il commence à grincer des dents. Et puis tu dis, mais attends, mais tu rigoles. Je dis, je suis en train de développer, on vend plus, ça tourne. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Au début, ils te disent pas pourquoi. Et puis bah, tu commences à rencontrer un autre banquier. Alors ça, c'était mon frangin, tu vois, mon frangin qui joue au rugby. Il avait un pote avec lui qui bossait en banque au niveau d'entreprise. Et puis il dit, ah bah tiens, faut que je passe vous voir. Puis lui, il nous explique plein de trucs. Il dit, les gars, en fait, il dit, c'est une grosse connerie que vous ayez qu'une banque. Parce qu'il dit, en fait, elle va jamais vouloir supporter tout le risque que vous allez mettre. Il dit, il te faut 2, 3, 4 banques. Il dit, tu te poses pas de questions, en fait. Il dit, t'es pas marié avec une banque, hein. Et en fait, c'est grâce à ce mec-là où on est rentré après dans une autre banque, et puis bah, hop, tu relèves un crédit, tu vas dans une banque, hop, tu relèves un crédit. Alors, tout ça en étant capable de les rembourser, hein. C'est très con ce que je vais dire, mais. Et en fait, vu que tu divises le risque sur tes banques, bah, même si tu te casses la gueule, la banque, elle va pas perdre 1 million au cas où, elle va perdre 250 000. Comment tu convaincs les banques que ça va fonctionner? Parce que les parcelles, vous venez de les avoir. Il n'y a pas un Ouais. historique de. Ah, il te faut un peu une grande gueule, hein. Et il faut être très, 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 très persuasif. Ouais, parce que le banquier, les chiffres, en fait, il n'y en a pas beaucoup. Parce Mais que le moment il où tu a. construis le bâtiment, tu viens juste d'acheter Ah, ben ça, c'est sûr. 2 hectares de plus, etc. Tu vois? En fait, tout va se jouer par rapport à ta commercialisation, à tes stratégies commerciales, en fait. Si tu préfères, si tu n'es pas capable de vendre derrière, si tu n'es pas capable de valoriser derrière, bah là, c'est sûr que on va pas te prêter d'argent. Parce que ça s'est fait dans le sens, il n'y a pas eu le moment où, pareil, je pense que c'est des visions. Il n'y a pas eu le moment où vous étiez beaucoup trop serré, mais accepté d'être très serré Ah, ici. on a. Si, quand même, il y a eu Ah, 2-3 vinifs ou d'autres. ah oui, 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 oui. Bah, Ouais, puis, voilà. nous, les vinifs, avant que toutes les cuveries soient refaites comme ça, moi, je suis passé par les cuves en fibre pendant des années, les cuves en émail, pas de froid dans mes cuves. Si, si. Et c'est ça que je te dis qu'on est passé par ces Ouais, donc il y étapes-là. avait un petit historique Ah quand oui. même de vin fabriqué et vendu avant de faire le bâtiment. Ah oui, oui. Il y avait le En fait, début du. tout le bâtiment que tu as vu où on prépare l'étiquetage, la deuxième partie que je t'ai fait voir où on stocke les vins, Ouais. elle est hyper récente, hein. Donc imagine-toi qu'avant, ça n'existait même pas. Donc c'est-à-dire qu'on stockait tout le vin Ouais. à étiqueter dans la même partie. Bah, là, c'est la définition même du jeu Tetris. Parce que tu n'as pas de place, mais là, à un moment, tu peux pas tout faire d'un seul coup. Même si nos générations, on a envie de tout de suite, t'inquiète pas, ton bilan, il te le dit, hein. Si tu fais pas de vin, et que tu sais pas le vendre, t'es foutu, hein. T'es foutu. Donc non, on a fait les choses intelligemment, on a fait ça phase par phase, et puis voilà, et puis il faut bien t'entendre avec tes banquiers, et puis il faut discuter avec eux, mais il faut les convaincre, hein. Ouais, c'est ça, c'est on un, va mélange, pas, on va pas mélange mentir, hein. de, ouais, ouais, c'est un mélange de force de persuasion, de conviction et d'un peu de galère ici à être un peu serré Il y a ça, pour et avoir puis, un petit historique de chiffres. et ce qui est sûr, c'est qu'il faut aussi un minimum de base économique pour discuter avec eux, parce que si tu connais rien, si t'as pas deux, trois trucs que toi tu connais et qui vont pouvoir t'aider derrière, et là je parle purement banquièrement parlant, bah en fait, si Et ça, t'as fait tout ça tout seul? T'as pas eu des courtiers, des intermédiaires, des banquiers? Non, quoi on n'a jamais eu de courtier, mais c'est vrai que tu vois, ce pote qu'on a qui nous a pas mal aidé, ça t'aide aussi à comprendre les choses. Et puis après, ton réseau de potes, en fait, on en revient toujours au même. Il faut pas oublier que tous les vignerons qui se développent sont tous dans la même galère. Et puis, t'en as qui vont te dire, mais attends, mais Clément, il y a ce système-là que tu peux faire, tiens, il y a ça qui peut être à faire, tiens, il y a ça. Et en fait, en consultant un peu toutes ces choses-là, tu te rends compte qu'il y a des solutions, en fait. Mais c'est juste que le milieu viticole, on n'est pas habitué à des vraies solutions d'entreprise.
On n'est pas considéré comme ce qui s'appelle les banques d'entreprise. On n'est pas dans ce milieu-là. On reste de l'agricole. Donc il y a plein de choses. C'est pas qu'on n'y a pas accès, c'est qu'on ne sait pas comment y avoir accès si on cherche pas un peu. D'accord, ok. Bon, et ensuite, du coup, il y a la partie rembourser les emprunts. Donc Ouais. là, il faut réussir à vendre les bouteilles avec une marge, etc. Et moi, c'est ce que je te disais un peu. On va parler franchement. Après, je suis pas ultra expert ici. Je connais pas les prix moyens et tout. Mais là, les tarifs domaine, on n'est pas très cher. Non, mais Tu vois, regarde, par exemple, je vais parler d'un exemple dont je me rappelle avec mon pote, là, avec l'asso dont je te parlais, on avait fait ça. On est allé à Saint-Joseph. Voir 2 très beaux domaines. Les 2, c'est très beau. Il y en a un, domaine Jolivet, Bastien Jolivet. Récupérer les vignes de son papa. Le Saint-Joseph qui sort, je sais plus, j'ai pas envie de dire de bêtises, bon, autour de 20 €, on va dire, grosso modo. Bon, voilà, très bien. Oui, moi, je peux faire ça. Ça me va, je vis, etc. On va visiter un Néo-Zélandais, Graham et Julie Bott. Voilà. On va visiter chez lui. Les terroirs, juste à côté de chez, pas du tout loin de chez Bastien. Pas, tu vois, tu remarques, comme ça, moi, avec ma vision de non-connaisseur et tout, je remarque pas une difficulté énorme à travailler dans la vigne, beaucoup plus grande parce qu'il y a 20% de plus de pente ou quoi. Et puis t'arrives, c'est pas tout à fait le même prix, tu vois, la bouteille de Saint-Joseph. Et en fait, lui, il dit, oui, mais en fait, moi, le problème, c'est que dans ma bouteille, il y a mon travail, les coûts fixes, etc. Mais dans les coûts fixes, moi, il y a mes emprunts. Je suis parti de zéro, j'ai rien récupéré. Et la parcelle de Saint-Joseph, il s'est installé, je pense, ça fait 10 ans, un truc comme ça, même pas. Oui, voilà. Mais ça, vous, c'est pour ça que je te fais ce parallèle-là, pour essayer de comprendre un peu comment toi, tu fixes un peu tes prix. Parce que pour le coup, ici, les Sancerre blancs, ils sont à moins de 20 balles, largement. Ouais, voilà. T'es pas dans non. le, Alors, tu vois. ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque région a ses spécificités et un truc tout simple, mais on fait pas le même rendement sur un Sancerre blanc que sur un Saint-Jean rouge. Donc en fait, sur 1 hectare de vigne, on va pas sortir le même nombre de bouteilles que eux en sortent. Ouais. Nous ici, un Sancerre blanc, tu en fais plus qu'un Saint-Jean. Donc déjà, juste ce rapport-là, ça te permet de dire, nous, si on est un peu moins cher, c'est normal parce que c'est la volumétrie qui va en fait le remonter. Alors comme toutes les AOC, tout ça c'est cadré, on peut pas dépasser. Ouais. Donc il y a ce côté-là. Et puis après, il y a le côté où, en fait, il faut vraiment que tu saches tout ce que tu achètes, tout ce qui se coûte en fait. Et ça, tu vois, c'est encore un autre point qui n'était pas quelque chose de vraiment habituel. Je suis sûr qu'un mec comme Graham, t'inquiète pas, il est comme moi, hein. Il sait exactement combien lui coûte sa bouteille, son bouchon, sa capsule, son étiquette, son carton, tout ça. Parce que lui, il a aussi tout à rembourser. Et ça, c'est quelque chose où nous, on le voit ici dans le vignoble. Tu as des vignobles où les gens sont assis, c'est-à-dire que c'est des domaines de génération en génération, il n'y a plus d'investissement, il y a très peu d'emprunts et tout ça. Bon, je vais te dire, c'est pas dramatique en fait, ils vont pas être au centime près. Tu as des domaines comme nous, où au final, nous, tout est tout neuf, tout est à payer. Là, oui, il faut faire attention à tout en fait. Et à partir du moment où tu connais ce que tu produis, tu sais le prix que tu vas le vendre, et c'est là que tu vas voir si tu es capable d'avancer ou de pas avancer. Mais oui, c'est beaucoup de tableurs Excel. Ouais, c'est ça. Parce qu'à la limite, le prix de la capsule, du bouchon et de la bouteille, c'est écrit sur un papier. Le prix du travail. Ouais. Ça c'est pas si compliqué que ça à calculer parce qu'en fait, nous on a toute notre masse salariale, toutes ces choses-là. En fait, pour nous, le plus dur. Après, il y a les effets millésimes, t'as pas les mêmes rendements chaque année, etc. Le plus dur à gérer, c'est ça. C'est un coup de gel, un coup de grêle, un coup de sécheresse, une belle année, voilà. Et ça, on peut rien y faire. Donc en fait, de toute façon, la génération de mon père. Donc là, le banquier, tu lui vends une moyenne. T'es obligé. La génération de mon père, quand il faisait un investissement, la banque estimait qu'il pouvait perdre une récolte sur 10. Parce que c'était la moyenne. Donc en fait, tu sais que sur 10 ans, tu as une récolte de merde. Nous, aujourd'hui, là, on est plus passé à 2, à 2,5 en termes de récolte merdique. Donc forcément, tu fais plus les calculs de la même manière. Hein. Tu prends une base de 50 hectos par an, x 10 et puis tu en enlèves 2.
Et ben voilà, et ben ça te donne des idées de ce que tu peux, réussir à faire. Et puis après, ta valorisation, tu la fais par la partie commerciale que tu fais, hein. Voilà, parce qu'après, du coup, c'est bien de faire des bouteilles, Ouais. d'avoir des bons rendements, Mais c'est ça, de faire après, beaucoup faut, de faut bouteilles, après, il vendre. faut les vendre. Ouais. Et ça, Ça, c'est une très très grosse partie qui est dans certains vignobles un petit peu oubliée. Tu sais, la force d'un vigneron, et ça, on en est tous hyper fiers dans la France entière, c'est qu'on est le seul métier agricole où on commence de la terre et on finit à un produit fini, c'est le cas de le dire. Quelqu'un qui fait du colza, à part s'il investit dans un moulin ou autre chose, il va vendre son grain finalement à la COP. Nous, le vigneron, il a la capacité de pouvoir aller du début à la fin. Mais souvent, un vigneron qui est vraiment un amoureux de sa terre, il va aller jusqu'au vin. Parce que ça, il va maîtriser. À partir du moment où ça va être étiqueté, il va avoir peur de ne pas connaître. Il va avoir peur de ne pas savoir. Et c'est là, en fait, où tu vois toute la différence dans les domaines entre ceux qui vont être capables de valoriser. Donc, c'est-à-dire ceux qui vont mettre le paquet, qui vont être bons derrière la bouteille, qui vont savoir vendre, et ceux qui vont ne pas savoir se vendre. Et moi, je ne vais pas te mentir que quand tu as 20 hectares de génois à vendre, tu as intérêt de savoir te vendre. ouais, alors voilà, alors du coup, tu en as parlé. Mais j'aimerais bien qu'on rentre un peu dans le détail sur ça, comment on fait pour vendre une bouteille de vin. Tu as parlé de beaucoup se déplacer, de faire goûter. Mais bon, ça tout le monde me le dit, tu vois. Est-ce que tu pourrais expliquer, je sais pas, comment tu fais par exemple pour choisir où tu vas? Tu vois, quel salon tu fais, quel machin, comment tu sais ça? Et après, une fois que tu es au salon, est-ce que tu as une organisation particulière? Alors déjà, les choses se font petit à petit. Moi, en maintenant 12 ans de temps que je suis ici, quand je suis revenu sur le domaine, la première année, j'ai dit à papa, il faut qu'on fasse un gros salon pro. Donc à l'époque, c'était celui qui était à Düsseldorf, qui s'appelait Provine, qui était le plus gros salon international. Il me dit, écoute, vas-y si tu veux. Mais il dit, t'y vas pas pour rien, va falloir que ça tourne. Tu vois, là, tu as la pression un peu du père qui te dit, ok, moi je veux bien faire un petit investissement, mais Ouais, puis là, tu remets de l'argent, c'est ça, pour avoir c'est un des salons stand. qui coûtent très cher. Ouais. C'est un budget, c'est pas compliqué. Un tout petit stand sur Provine, quand tu comptes le déplacement, l'hôtel, tout ce que tu veux, ouais, c'est un billet de 6 000 balles. Hein, donc, tu as intérêt de revenir derrière. Donc, moi, je venais d'arriver et j'avais aucun réseau, aucune notion de rien. J'ai passé 3 jours en Allemagne, j'ai pas vu un client. Là, tu reviens, tu te prends une grosse mandale dans la gueule parce que tu te dis putain, j'ai une faute 6 000 balles en l'air et j'ai rien fait en fait. J'ai rien fait. Donc ça te fait beaucoup réfléchir. Tu te dis ok, alors le commerce, oui, mais va falloir le travailler différemment. Et après, finalement, tu te dis comment faire et comment trouver les bons filons ou les bons contacts. Et c'est simple. On va revenir à ce que je t'ai dit il y a une demi-heure. Tu vas appeler tes copains, tu vas appeler la Viti, tu vas appeler tes potes, tu vas dire hey les gars, t'aurais pas un contact à me filer en Allemagne, t'aurais pas un contact à me filer en Angleterre qui chercherait un peu de Sancerre ou un peu de Génois. Et c'est comme ça que tu mets tes premiers clients. Et une fois que tu as fait un premier client, tu vas aller voir comment il fonctionne, tu vas prendre ta bagnole, tu vas te prendre des agents qui vont te représenter, qui vont faire du boulot pour toi toute l'année. Donc un agent, ça se rémunère. Hein. C'est des choses que des fois les vignerons ont un peu de mal à comprendre, mais un agent, c'est pas gratuit. Et c'est comme ça que tu grossis, comme ça que tu te développes. C'est vraiment comme ça que nous on l'a fait, hein, petit à petit. Et puis après, t'essayes de te démerder d'avoir un peu d'articles dans la presse ou des choses comme ça, via les interpros, via les syndicats qui vont vous faire des dégustations. Tu te montres, en fait, t'as pas le choix, tu mets un peu de billes des fois pour aller faire une dégustation où ça sera que des ploucs, mais tant pis, j'ai envie de te dire, parce qu'il y aura peut-être un à l'intérieur qui va être efficace. Donc voilà, donc c'est comme ça que ça grossit tout doucement. Moi, je vais pas te mentir que quand je suis revenu, le premier déplacement que j'ai refait à l'étranger, c'était aux États-Unis parce que c'était un marché que je connaissais très bien vu que j'y avais habité. Donc je dis c'est là qu'il faut que je retourne en fait, c'est là qu'il faut que j'aille développer aux États-Unis. Donc ça s'est fait comme ça en fait. Sur mon premier marché qu'on a développé, c'était les États-Unis parce que je connaissais très bien. Après, on a tout de suite très vite bossé sur l'Allemagne, très vite bossé sur l'Angleterre, sur la Belgique. Et puis après, une fois que tu commences à avoir un réseau comme ça d'agents, tu vois d'autres vignerons qui sont chez les agents, puis tu vas leur dire tiens, mais les gars, qui c'est qui vous distribue là? Tiens, putain, lui il a pas de vin de Loire. Allez, tiens, je vais le contacter. Hop, bonjour monsieur, tiens, voilà. Donc c'est comme ça que tu tisses ta toile.
Puis c'est comme ça que tu arrives à un premier réseau, on va dire, à ton premier réseau solide, efficace, tout ça. Et puis maintenant, tu vois, moi je le vois maintenant depuis 2 3 ans, mes salons sont faits complètement différents, c'est-à-dire que, oui, je vois mes clients, mais j'ai pas spécialement envie de les voir tout le temps sur les salons. Mes clients, je préfère aller les voir chez eux ou les faire venir ici, parce que on est quand même pas mal à venir ici à Sancerre et puis qui voient un peu où on est. C'est vrai que maintenant, mes salons, on va dire, pro, je les travaille. Donc, c'est-à-dire qu'un salon pro, tu cherches des bases de données et tu passes des heures à regarder, tiens, lui, il fait ci, lui, il fait pas ça. Tiens, hop, je te contacte, bonjour, est-ce que vous êtes intéressé? Je voudrais bien prendre un rendez-vous avec vous. Alors, tu te prends des gros shoots. Lui, c'est qui? Des CHR, Ça peut être tout, tu vois, là, sur les 2 salons qu'on a fait, Millésime Bio, typiquement, qui est un salon très français en distribution, là, j'ai cherché beaucoup d'agents qui vont me représenter dans des régions où je suis pas du tout présent, donc des gars que tu vas contacter, que tu vas voir, donc, et ça, c'est un gros boulot, mais c'est des heures et des heures et des heures de boulot. Donc, effectivement... Et qu'est-ce que tu leur vends à eux plus que... Pour Tu les vois, faire venir, pourquoi ils vont avoir envie de te distribuer à toi plutôt que le copain? tu fais. De toute façon, c'est le premier message que tu vas faire. Donc, le premier message que tu vas faire, tu vas dire que tu as un petit domaine familial, que tu bosses avec ton frangin, que tu es présent sur 3 appellations, que tu es en bio. Enfin, tu vois, moi, mon Lagus, c'était le même, hein. C'était un Word que je faisais des copier-coller dans des plaquettes et puis que j'envoyais au mec. Tu mets une petite plaquette de ton domaine, les gens sont contents, ils voient ta tronche, ils sont intéressés, ils te le disent, ils sont pas intéressés, ils te le disent aussi. Tu vois. Et c'est comme ça, en fait. Et donc, en fait, tu arrives sur les salons où tu as déjà une grosse quantité de rendez-vous. Et cette quantité de rendez-vous-là, en fait, finalement, c'est que des prospects. Enfin, pas que, mais beaucoup de prospects. Mais il y a du monde devant ton stand. Et c'est la même histoire qu'une boulangerie dans la Et rue. c'est ça. Et tu vois, typiquement, si je te prends l'exemple du stand de Wine Paris, donc, qui aujourd'hui est devenu un des plus gros salons du vin, on n'a jamais voulu, nous, être un stand tout seul, donc un stand Vignoble Berthier. On partage un stand avec 6 copains. Un de Bourgogne, un des Cossières de Nîmes, un de Bordeaux, Pas un du de même Languedoc. endroit en plus. Ok, Ouais, original. parce qu'en fait, finalement, tu ne fais pas de concurrence. Quelqu'un qui veut acheter du Languedoc, il en a rien à... je lui fais pas de concurrence. Et en fait, cette synergie que tu vas créer, elle est extraordinaire. Et en fait, là, le vivier de clients que tu vas pouvoir trouver, il est 6 fois plus important que si tu étais tout seul. Quand tu as un acheteur qui va être assis en train de goûter du rosé de Provence et que ton pote vigneron, il est un peu encore occupé avec son rendez-vous d'avant, tu vas voir le gars, bonjour, Clément Berthier, moi je suis producteur dans le Centre-Loire, ça vous dit de déguster? Voilà. Et comme ça, t'en chopes. Ouais, il y a ça. Et puis du coup, grâce à ça, t'as pas 6 mètres carrés aussi. Du coup, Et t'as pas 6 mètres carrés. Voilà, ouais. Bon, c'est des investissements, pareil. Mais en fait, voilà, c'est ça. Donc en fait, tout se construit. Il faut pas croire que le commerce, ça se fait en claquant des doigts. C'est un peu ce qui peut se laisser croire dans une appellation qui fonctionne, où tout va bien, tout est facile, tout est rose. Mais c'est pas la vérité, en fait, hein. Il y a encore gros de boulot derrière. Et ça, c'est hyper important de le comprendre. Et c'est important de comprendre qu'il faut investir dans le commerce. Est-ce que tu dirais que, ça par rapport à ce que tu viens de dire, la quantité de travail, la quantité d'énergie qu'il faut mettre, est-ce que c'est la même pour vendre du Sancerre à 20 balles ou du Coteau du Génois à un peu moins, du coup, que la différence de prix t'équilibre la quantité de travail qu'il faut parce que c'est un peu plus cher, ou est-ce que c'est quand même, ou est-ce que Sancerre, en fait, ça va, parce que c'est Sancerre, quoi. Ouais, si tu préfères, le boulot est le même. C'est-à-dire que produire 100 litres de Sancerre ou produire 100 litres de Génois, mon frère, il a le même boulot aux vignes. Moi, j'ai le même boulot à la cave. Ça, c'est sûr. Par contre, à vendre, du Sancerre, tu le vends sur la tête d'un pouilleux, comme on peut dire. Et pourquoi ça? Pourquoi Sancerre est mondialement connu? Pourquoi Sancerre est énormément demandé? Parce que la génération de nos grands-pères ont fait un boulot de malade. Parce qu'ils prenaient leur camion, ils montaient à Paris, ils allaient le vendre à Paris, et puis ils ont fait la réputation de Sancerre à Paris, où tous les étrangers venaient, buvaient du Sancerre au verre à Paris, et en fait ils se sont dit putain mais c'est bon, en plus pour un anglophone Sancerre ça se dit super bien, et c'est comme ça que c'est parti en fait. Et aujourd'hui Sancerre, l'appellation Sancerre est exportée quasiment à 70% dans je ne sais plus combien de dizaines de pays. Donc en fait la dynamique elle s'est créée il y a déjà 2 générations. Et le génois, qui est une appellation qui est beaucoup plus petite, beaucoup plus méconnue, en fait, il faut te battre 2 fois plus. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de cycle, j'en parlais hier avec Benjamin Reverdy, par rapport à ça, là, les dynamiques de notoriété, d'appellation. Évidemment, on se sort de Bordeaux, Bourgogne, machin. Tu vois, ça bouge, j'ai l'impression, un peu dans l'histoire. Tu vois, avant-hier, j'étais au Clos Saint-Fiacre à Orléans. Et on en discutait avec Hubert et c'était hyper intéressant parce qu'il disait en gros,
Orléans, pendant des dizaines, voire même des centaines presque d'années, c'était facile, relativement facile. C'était le vin des rois, c'était pas loin de Paris. Et tu vois, les vignerons, ils sont tombés dans une certaine... ça va, quoi, c'est facile. Et du coup, ben, rater le moment de la création des AOC et tout, du coup, ça a été hyper tardif. Et puis, c'est devenu, du coup, tu vois, difficile. Alors, c'est toute petite appellation, mais c'était quand même à un moment un énorme vignoble. Tu vois, il y avait beaucoup. Et je réfléchissais là-dessus, tu vois, en parlant avec Benjamin Reverdy. Si, est-ce qu'aujourd'hui, tu vois, par exemple, Coteau du Génois ou quoi, c'est pas ce qu'était Sancerre finalement il y a quelques temps, et Sancerre serait pas aujourd'hui ce qu'est Orléans. Tu vois ce que je veux dire? S'il n'y a pas Ouais, des je cycles comprends. comme ça, Alors, et si... il peut y avoir des évolutions comme ça, on le voit, et t'as même pas besoin d'aller si loin. Regarde un exemple comme le Muscadet ou le Beaujolais. Le Muscadet ou le Beaujolais ont été deux appellations qui ont eu des heures phases dans les années 80. Dans les années 80, c'était la folie dans ces deux vignobles-là. Sauf que eux ont pris des décisions à l'époque, c'était ah bah ça va bien, bah alors tiens, on va continuer de grossir. On va continuer de planter, on va continuer de faire du vin. Et là, ils se sont cassés la gueule. Ils se sont cassés la gueule. Et là, quand une appellation chute, il faut accepter de sacrifier une génération. Ça veut dire qu'il y a une génération qui va subir, la remontée possible de l'appellation. Et donc, c'est ce qui s'est passé dans ces deux appellations-là, où ils ont pris des décisions hyper drastiques, hein, c'est-à-dire on arrache des grosses parties du vignoble. Et aujourd'hui, on se retrouve donc là, dans les années 2020, où ces deux appellations-là, eh ben, vont super bien. Elles vont super bien parce qu'en fait, elles se sont recentrées sur ce qu'elles étaient, des super vins de qualité, sur des vignobles qui sont plantés là où il faut, à une taille décente, et où on n'a plus les problèmes de surproduction, de mauvaise qualité et de choses comme ça. Mais ça veut dire que c'est bien un cycle, ça veut dire qu'il a fallu sacrifier une génération qui n'a pas gagné un rond, qui a dû voir des vignobles arrachés, des choses comme ça. Et Sancerre, la particularité de notre appellation, franchement, c'est qu'elle est petite. 3000 hectares, ça reste une petite appellation, et qu'elle ne grossira jamais. Elle ne peut pas grossir, il n'y a plus de terrain à planter, et c'est une volonté de la production qu'elle ne s'agrandisse pas. Donc en fait, tu vois, même Ouais, il y si... a un apprentissage du passé qui... Voilà, même si tu vois, il y a cette envie de certains, on va pas le mentir, enfin, c'est l'appel du plus en fait, hein. Ben oui, mais l'appel du plus, si tu es déjà bien avec ce que tu as, non, il faut rester là. Donc ça, c'est des choix hyper arbitraires qu'il faut faire à un moment dans un vignoble en disant, mais non, mais il faut savoir se contenter de ce qu'on a, monter en qualité, ça c'est sûr, ne jamais faire n'importe quoi, et pour maintenir les vignobles à flot, pour maintenir ça. Et je pense que Sancerre est sur... Je sais pas comment te dire. Alors puis j'ai une mauvaise casquette parce que c'est moi le président de l'appellation Sancerre, donc en fait c'est des choses sur lesquelles je discute beaucoup. Et tu vois, aujourd'hui, moi j'axe beaucoup plus les vignerons en leur disant, mais les gars, on a un vignoble en un super état. On a des vignes qui sont magnifiques, qui sont bien entretenues. On a des caves qui sont superbes, qui sont bien entretenues. Je dis par contre, on délaisse notre côté commercial. Et je dis ça aujourd'hui, tu vois, nous on les réaxe beaucoup là-dessus en leur disant, mais allez voir vos clients, faites venir vos clients, diversifiez vos clients. Et ça, c'est hyper important. Mais ça veut bien dire qu'il faut qu'on force le vigneron à faire un autre métier. Tu vois, un métier qu'il aimait moins faire. Et ça va se faire. Avec la nouvelle génération, ça va se faire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et ça rejoint un peu pareil, un truc auquel je parle avec Benjamin, toujours dans cette idée de voir où on en est et à quel point le moment où tu es dans la facilité en termes de commerce, ça peut des fois te faire te reposer sur tes lauriers et tout. Tu vois, je prenais l'exemple de ça. Les vignerons du Sud-Ouest que je suis allé voir, bah, c'est des appellations où en termes de commerce, tu vois, c'est plus dur que Sancerre. Et tu vois fleurir de partout des groupements où ils se mettent ensemble, où ils mutualisent des moyens logistiques pour livrer. Sur les salons, comme un peu vous, ce que vous avez fait, tu vois. Et est-ce que ça existe à Sancerre? Pas trop, je crois, tu vois, des Non, regroupements de... ça n'existe pas trop parce qu'en fait, on n'a pas les mêmes tailles de structure. Je préfère dans le sud, typiquement, c'est des choses qui se sont faites très très rapidement parce qu'en fait, les domaines sont beaucoup plus gros et ils ont des moyens de mutualiser. C'est hyper intéressant pour eux de mutualiser. Nous, le vignoble ici est quand même très différent et sur des tailles d'entreprises qui sont hyper petites. Tu vois, Sancerre, pour te donner un ordre d'exemple, la taille moyenne d'un domaine, c'est 10 hectares. Donc en fait, sur 10 hectares, si demain tu dois mutualiser avec 3-4 domaines, le problème c'est que si tu achètes, mettons, un tracteur, bah, tout le monde va en avoir besoin en même temps. Alors quand tu es sur des plus grosses structures, et bah, tu te dis, bah, là on va en acheter 3,
Et là, on sait qu'on va pouvoir travailler en même temps. Nous, ça, c'est une grosse problématique. Alors, tu vois, tu as vu mon frère en bas, là, tout à l'heure. Il était avec d'autres vignerons du village, parce que là, on est en train de faire un très gros projet commun, justement, sur des aires de lavage, sur des lieux de stockage, parce que c'est des choses qu'on sait qu'on en a besoin en commun, et que ça ne va pas impacter notre méthode de travail, mais par contre, ça va être plus qualitatif pour nous. Mais ça, on peut le faire en commun. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire en commun. Et c'est pas qu'on ne veut pas, c'est que la topologie de nos vignobles est hyper compliquée par rapport à ça. Ok. Écoute, hyper intéressant. Alors, comment on devient président d'appellation? Quand on s'y attend pas, voilà. Quand c'était pas prévu du tout. Donc, je me suis beaucoup investi, moi, depuis très longtemps ici au niveau de l'interprofession en particulier. Donc, je suis quelqu'un qui aime ça, bosser pour défendre les appellations, j'aime ça. Et puis là, il y a eu une élection fin novembre parce que la présidente, son mandat était terminé. Et puis, personne n'était spécialement partant. Et puis, on avait deux solutions. Soit il se passait rien, soit fallait y aller. Et puis, un jour, tu prends ton téléphone et puis tu appelles une vingtaine de personnes. Et puis, tu dis, bon, allez, on monte un bureau et puis on y va. Et puis c'est parti. Ok. Et est-ce que tu peux expliquer en 2 minutes, parce que ça, c'est assez obscur, je pense, quand on est de l'extérieur, qu'est-ce que c'est le travail d'un président d'appellation et même tu vois, des instances de l'appellation, tu vois, parce que bon, l'appellation, ok, voilà, c'est délimité par l'INAO, machin. Voilà. Bon, okay. Alors, une appellation d'origine contrôlée, il y a la base de l'appellation, elle est définie par un cahier des charges. Voilà. Le cahier des charges, il est écrit par les vignerons et approuvé par l'INAO, donc l'Institut des appellations d'origine contrôlée. Et dans ce cahier des charges, on a toute une partie qui s'appelle le contrôle. On doit contrôler notre appellation. Et donc, la plus grosse partie de notre boulot, quand tu es président d'une appellation, c'est de veiller à ce que les règles de l'appellation soient respectées. Ah, ok. Donc, alors ça, moi, je croyais que c'était l'INAO, moi, qui faisait ça. Non, c'est nous qui devons nous contrôler, ou alors on paye des structures pour nous contrôler. Hein. D'accord, ok. C'est un peu, comment te dire, c'est bizarre, c'est contre-intuitif parce que regarde, par exemple, on prend le rendement. Ouais. Ça veut dire que c'est le vigneron lui-même qui atteste qu'il n'a pas dépassé 50 hectos. Alors non, c'est pas le vigneron qui va pas l'attester, mais nous aujourd'hui, la décision qui a été prise sur Sancerre et puis on va dire avec les autres vignobles du Centre-Loire, on a créé notre propre organisme de contrôle ici en Centre-Loire. Donc il y a 3 personnes et qui vont faire des contrôles aléatoires tout au long de l'année, sur les vins, sur les vignes. C'est des gens que vous recrutez, donc c'est le métier. Ouais, et c'est nous qui les payons. On paye pour se faire contrôler. Ok, je savais pas du tout que ça fonctionnait comme ça. Si. Et donc, ça c'est l'organe externe, et donc nous en interne, donc ce qui s'appelle l'union viticole, j'ai 2 personnes à l'année pour gérer ces contrôles-là, donc les contrôles des contrôles, pour gérer tout ce qui est les agréments de dégustation, pour gérer tout ce qui est les déclarations de récolte, toutes ces choses-là, parce qu'en fait, nous, on est obligé de déclarer notre récolte, on est obligé de déclarer notre revendication de vin. Enfin, il y a énormément... Tu sais, il y a eu des manifestations il n'y a pas très longtemps là, pour la merde des papiers. Je peux dire qu'on est en plein dedans, nous. Hein. On a une quantité de paperasse, de contrôle. Faut pas oublier qu'on fait de l'alcool, hein. Et c'est quand même plutôt réglementé en France, l'alcool. Hein. C'est facile parce qu'on en trouve partout, mais à produire, c'est pas si simple que ça. Et puis, tu as une partie un peu plus fun, qui est toute la partie promotion et communication sur l'appellation, où là, tu mets tout en avant sur ton appellation. Ok, top. Est-ce que tu peux, toi, du coup, en tant que témoin privilégié, en étant président de l'appellation Sancerre et en ayant aussi des vignes sur les appellations Coteaux du Génois, est-ce que tu peux nous décrire les grandes tendances entre ces appellations? Qu'est-ce que c'est les différences? Pourquoi ça a été délimité comme ça? En gros, en rapide. Et quelles sont les grandes tendances de différence dans les vins, s'il y en a, tu vois, sur ces 3 appellations, la Pouilly, Sancerre et Coteaux du Génois? Alors, la délimitation des appellations, la plus vieille délimitation, c'est celle de Sancerre. Sancerre, donc l'appellation date de 1936. Ouais, le blanc, c'est ça. Le blanc, c'est 36 et le rouge est arrivé juste derrière. À Sancerre, il y a de la vigne depuis des centaines d'années. Et donc, en fait, l'appellation Sancerre a été pendant très, très, très longtemps sur tous ces villages-là, en fait. Donc, l'appellation n'a pas beaucoup évolué. Depuis 36, elle n'a jamais bougé, si tu préfères. Depuis la caractérisation des villages, elle n'a pas bougé. Donc ça, c'est vraiment le côté historique. Sur Pouilly, je ne vais pas trop m'avancer parce que c'est une appellation que je connais moins sur la partie historique.
Et je crois qu'elle est assez calquée sur celle de Sancerre. Les villages, c'est pareil, c'est assez délimité. Pouilly a encore un petit peu de terrain à planter, mais c'est pas énorme non plus. Donc là, c'est assez clair là-dessus. Le giennois, c'est une appellation un petit peu différente au niveau de son nom. En fait, tout à l'heure, je t'expliquais que mon grand-père s'était battu toute sa vie pour avoir l'appellation. Lui, il a fait toute sa vie ce qu'on appelait avant des AOVDQS, des appellations d'origine vin de qualité supérieure. Et donc, il voulait avoir une appellation d'origine contrôlée, Cosne-sur-Loire, qui est donc juste ici, en fait, et c'était le nom de l'AOVDQS. Et l'INAO, à l'époque, ne voulait pas délivrer de nouvelles appellations d'origine contrôlée. Et donc, ils se sont battus avec tous les vignerons qui étaient ici, parce qu'en fait, 90% de l'appellation est située ici, en fait, vers Cosne-sur-Loire. Ils se sont battus énormément jusqu'à la fin des années 90 où l'INAO a dit « Bon, écoutez, vous nous cassez les pieds. Vous voulez votre appellation. Nous, on a dit qu'on ne vous en donnerait pas. On a peut-être une solution pour vous, c'est à prendre ou à laisser. » Et elle nous a dit « Sur Gien, il reste que 2 vignerons. L'appellation va mourir. Si ça vous intéresse, on vous étire l'aire d'appellation Coteaux du Giennois jusqu'à Cosne-sur-Loire. » avec un cahier des charges, des terroirs, des choses comme ça, et vous avez l'appellation Coteaux du Giennois, Cosne-sur-Loire. Donc toute la génération de mon grand-père qui se sont battus toute leur vie, ils n'ont pas peiné à réfléchir, ils se sont dit, bah oui, carrément, on accepte cette appellation-là. Donc c'est l'appellation la moins lisible du centre, en fait, je préfère parce qu'elle est très grande. Elle part de Gien, elle vient jusqu'à Cosne-sur-Loire, donc c'est la plus grande en termes, il y a 45 km entre le nord et le sud. Par contre, c'est la plus petite. C'est-à-dire qu'il y a, voilà, en surface, il y a 200 hectares plantés avec un potentiel maximum de 700 hectares. Des diversités de terroirs assez importantes, c'est-à-dire que beaucoup de terroirs qui sont sur des silex tout au long de la Loire, donc ça on en trouve par contre du nord au sud, mais par contre toute la partie sud, donc qui est ici, qui est sur Saint-Père et sur Pougny, où on a cette grosse diversité de calcaire et de marne qu'on n'a pas quand on monte. Quand on monte, on est beaucoup plus sur des silex et des sables. Donc tu vois, des diversités, là c'est l'histoire qui a fait l'appellation comme ça. Après, en termes de qualité, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, tu mets à l'aveugle 3 Sancerre, 3 Pouilly, 3 Giennois, soit tu es très 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 bon pour retrouver lequel est lequel. Je ne dis pas que tu les retrouveras pas, mais on est sur une même famille de terroirs. Tu vois, la trame des vins du Centre-Loire s'appelle une famille de terroirs. Et pourquoi on a utilisé le mot famille ? C'est parce que c'est bien ça, c'est qu'on retrouve les mêmes terroirs, les mêmes trames de terroirs sur chaque appellation. On travaille qu'avec un seul cépage. On est une très grosse zone de production de monocépage de Sauvignon blanc à 80%. Et des appellations comme Pouilly, c'est 100%, il n'y a que du blanc. Donc en fait, les diversités vont se jouer dans les terroirs, donc dans les sols. Mais le mot terroir, c'est pas que les sols. Les mots terroirs, c'est le sol, le climat et l'humain. Donc j'ai envie de te dire, moi, je prends 100 kilos de raisin et je donne les 100 mêmes kilos de raisin à un copain, où on aura des parcours de vinification, d'élevage différents, on aura 2 vins différents. Et ce qui a fait la force aussi de nos vins ici, c'est qu'un Sancerre blanc, tu as une trame, elle est tout le temps là, tu as la trame fruitée, tu as la trame minérale qui est là. Par contre, tu as 500 Sancerre blancs différents qui existent sur le marché. Parce que 250 vignobles, 250 vignerons, plein de petits terroirs, plein de parcellaires, plein de choses comme ça. Donc c'est vraiment ce qu'on voit aujourd'hui. Ouais, c'est la richesse, ouais. Ok, super. Top. Si on élargit un peu, moi aussi j'étais à Wine Paris la semaine dernière, mais alors plus du coup, je traînais pas mal dans les conférences, dans les trucs comme ça. Et t'es pas venu me voir, j'en ai fait une. Et en gros, ah non, non. Et j'en ai vu d'autres où, en gros, moi, j'ai essayé quand je suis rentré de résumer, tu vois, de me dire, ok, c'est quoi les grandes tendances que j'ai remarquées sur tout ce que j'ai vu. Et il y a 3 trucs que j'ai sortis dont ça parlait beaucoup. Et j'aimerais avoir ton regard là-dessus. La première, c'est la consommation des jeunes et le vin à l'apéritif, tu vois, ça va un peu ensemble. La deuxième, c'est la transition écologique de la filière. Et la troisième, on verra, on en parlera un peu, c'est un peu le vin sans alcool. Voilà, 3 grands trucs là comme ça. Si on prend la première, les jeunes, bon, au niveau macro, voilà, la consommation de vin en France qui baisse, etc., particulièrement en rouge, voilà, et particulièrement chez les jeunes. Peut-être la première question, c'est toi, ta vision là-dessus, c'est à quoi tu attribues ça, tu vois, pourquoi ? Et deuxième partie de question, c'est comment on fait pour l'enrayer, et pour, tu vois, pour voilà, regagner les jeunes, regagner de la place à l'apéro, tu vois. Ouais. Alors, bon, déjà, faut bien comprendre que c'est pas que français, c'est mondial.
Aujourd'hui, les jeunes, même dans les pays qui étaient toujours en forte croissance de consommation, typiquement les États-Unis, aujourd'hui, ça y est, les États-Unis sont en décroissance de consommation de vin. Donc en fait, c'est vraiment un phénomène mondial. Le vin a une double facette, c'est qu'il a ce côté festif, on va pas se voiler la face, hein. Quand tu es avec des potes, tu ouvres une bouteille, tu as le côté festif, comme tu dis, de l'apéro, mais ça a aussi un côté très sacré, de la bouteille de vin que tu amènes le dimanche chez les parents. Alors ça, surtout sur le côté français, le côté européen, où il y a cette habitude-là, qui n'est pas du tout une habitude qu'on trouve ailleurs. J'ai lu une étude il n'y a pas très longtemps là, sur la Napa. La Napa, c'est la première fois depuis que le vignoble existe qu'il y a une campagne d'arrachage de vignes. Ce n'était jamais arrivé. Et en fait, pourquoi ils font ça? Parce qu'ils se sont rendus compte que les jeunes n'adhéraient pas du tout avec l'image Napa. L'image Napa, c'était des vins très charpentés, très chers, pour une clientèle assez vieillissante. Donc, tu vois, ce problème à se remettre en cause, se remettre en question, eux, ils ne l'ont pas eu. Et donc, hop, tu es dans un pays capitaliste, hein, ça marche plus, t'arraches, on n'en parle plus, on a perdu des thunes, on arrête. Nous, aujourd'hui, je pense que la consommation doit être relancée. Je ne suis pas quelqu'un qui va dire qu'il faut reboire plus, c'est pas la question, mais je pense qu'il faut, je l'ai souvent dit, mais il faut énormément désacraliser le vin au niveau des jeunes en leur disant, non mais n'ayez pas peur d'ouvrir une bouteille de vin. Une bouteille de vin, la première chose, c'est faites-vous plaisir. Quand t'es avec un pote, tu ouvres une bouteille, on en est là. C'est même pas une question d'argent, parce que si tu préfères, 80% du vin en France est vendu en grande distribution. Le prix moyen d'une bouteille en grande distribution, c'est 4,50 €. Donc que les gens viennent pas sur une bouteille de Sancerre tout de suite, un jeune, ça va pas me choquer en fait. À part s'il a été habitué par ses parents à boire du Sancerre et qu'il a un peu de thunes, ça va pas me choquer. Mais aujourd'hui, le vin reste encore hyper accessible aux jeunes. C'est juste qu'il faut qu'on arrive à les reconquérir sur le côté, bah ouais, mais c'est fun. Et aujourd'hui, on a perdu ce côté-là. Pourquoi? Parce que les cocktails sont revenus par devant. Tu vois, tout ce qui est les cocktails, tout ce qui est les prémix, toutes ces choses-là, c'est des choses qui n'existaient pas il y a 10 ans. L'Aperol Spritz. Non mais c'est tout con, mais tu vois, un truc comme ça que tout le monde boit quand c'est le plein été, bah c'est ce qui prend la part des verres de rosé aujourd'hui. Le rouge, effectivement, le rouge est en grosse décroissance, mais pourquoi? Parce que les gens n'ont pas envie de boire un truc qui est plein de tanins, qui n'est pas plaisant, tout ça. Les jeunes, aujourd'hui, tu as le côté où ils sont tellement à zapper vite, bah, si ça leur plaît pas, on tourne, on n'en parle plus, on n'a même pas envie de réessayer. Donc, il y a vraiment un côté pédagogique à avoir en disant, bah, n'ayez pas peur de déguster, n'ayez pas peur de goûter, et en fait, n'ayez pas peur du vin. Le vin a fait peur pendant très longtemps, et il faut vraiment pas que les gens aient peur du vin. Pour moi, c'est le premier truc qu'il faut avancer là-dessus. Ok, et au niveau d'un vigneron, au niveau des vignerons, ouais. Parce que bon, moi ma thèse c'est quand même un peu que vous avez un rôle à jouer quand même, à la fois dans ce que vous fabriquez, quel type de vin et tout, et aussi à la fois dans là ce que je fais un peu aujourd'hui, tu vois, montrer sa tête et être un peu présent parce qu'il y a un potentiel, enfin si tu veux, il y a un potentiel dans vos personnages qui je trouve est complètement inexploité. Tu vois, t'es président d'appellation et tout, les appellations, c'est super bien que ça existe. La consommation de vin, elle s'est construite autour de ça. Tu as une idée de ce que tu bois, etc. Mais moi, je pense que ça peut pas fonctionner tout seul, ça. Tu vois. Je pense faut que de l'humain. Voilà. Et ça, tu vois, j'en ai discuté il y a pas très longtemps avec un journaliste qui m'a posé exactement les 3 mêmes questions que tu m'as posées là, il y a à peu près un mois. Et merde, je ne veux pas être journaliste. Et je lui disais, c'est aussi pour ça que nous on a pris une décision de faire beaucoup de vins de terroir, parce que sur un vin de terroir, tu mets de l'appartenance humaine. Demain, si je te fais un Sancerre classique, un Génois classique, un Pouilly classique, bien sûr que ça sera bon. Mais pourquoi il serait spécialement bien meilleur que celui de mon voisin? Mon voisin aussi fait du bon vin. Par contre, un vin identitaire, un vin que tu as fait sur une parcelle bien précise, que tu as fait une vinification bien précise, que tu as fait un élevage bien précis, tu as une histoire à raconter. Et je suis persuadé qu'aujourd'hui, même un jeune qui va être moins connaisseur, mais plus amateur, ou qui va avoir envie de découvrir, si tu lui racontes que ce vin-là, il vient de cette parcelle-là, il a été fait comme ça et comme ça, en fait, tu racontes une histoire. Et ça, je suis persuadé que c'est pour ça que nous, on a beaucoup développé notre gamme sur beaucoup de vins, soit de lieu-dit, soit de parcellaire. C'est parce qu'en fait, on sort du grand public, en fait, qui va boire juste un verre de Sancerre ou un verre de Pouilly. Donc ça, pour moi, nous, c'est la décision qu'on a prise ici il y a 10 ans, en disant il faut qu'on ait des vins pointus, il faut qu'on ait des vins comme ça. Ok, top. Très, très intéressant. Deuxième truc, c'était la biodiversité, c'est ça? Ouais, la transition écologique, à la fois
Moi, le chiffre qui m'a le plus interpellé, c'est pas directement lié avec la biodiversité, plutôt sur l'impact carbone. 50% de l'impact carbone de la filière, c'est les bouteilles, les emballages et le transport de ces emballages. C'est la moitié, tu vois. Moitié. Voilà. Et alors sur la biodiversité, avant qu'on aille sur cette partie plus bouteilles, etc., déjà, nous, tout le Centre-Loire, donc quand je te parle du Centre-Loire, donc c'est Sancerre, Génois, Pouilly, Menthou, Quincy, Reuilly, on a tous signé une charte d'engagement, les vignerons, où en 2026, 100% des vignerons seront labellisés. Donc, à minima HVE3, jusqu'à bio, Déméter ou ce que tu veux. Donc on est un des seuls vignobles à avoir signé une charte comme ça d'engagement où dans maintenant 2 ans maximum, tout le monde sera certifié dans des démarches écologiques. Aujourd'hui, si je prends l'exemple du Giennois, je crois que sur la récolte 2024 là, qui va arriver, on va arriver à 60% de l'appellation qui va être bio, par exemple. 2024 sur Sancerre, je pense qu'il y aura 40% de l'appellation qui va être bio. Donc tu vois, ça c'est un changement de génération aussi. Tous ceux qui sont revenus en même temps que moi, là, il y a une dizaine d'années, tu passes pas bio du jour au lendemain. Après, Sancerre, c'est quand même... moi, du coup, c'est la première fois que je venais. Quand je me suis baladé, c'est costaud, hein. Les pentes à... non, mais c'est pas facile, en fait. C'est pas facile. Donc, en fait, c'est pour ça que ça se fait pas du jour au lendemain. Tu vois, nous, avant de prendre cette décision-là, tu tâtonnes quand même pendant 2-3 ans, tu fais des essais. Parce que peut-être pour expliquer, parce que je pense que c'est important ça, de comprendre ça. J'essaye de dire ce que moi j'ai compris, tu me corriges si jamais c'est faux. Quand on passe en bio, ça ne veut pas dire qu'on ne traite pas. On ne traite pas juste avec les mêmes choses. Et on traite avec des produits de contact qui sont sur la plante, donc qui sont lessivés à chaque fois qu'il pleut, grosso modo. Et donc, il faut passer plus souvent. Qui dit plus souvent dit nécessité d'être plus souvent dans la vigne. Et c'est pratique. Pour ça, le tracteur, c'est pratique. Il va falloir aller pulvériser souvent. Donc, si on a un tracteur, ça va plus vite. Le problème, c'est que là, j'ai vu des endroits à Sancerre, il y en a plein, je pense, où ça passe pas. En chenillard. En tracteur, parce que... Tu passes en chenillard dans chaque rang. Et c'est une quantité de travail énorme qui doit se retrouver à la fin dans les prix et tout. Enfin, il y a des appellations où c'est plus facile, tu vois, il y a des endroits en France, c'est aussi des histoires de climat, de météo, etc., ça. Où c'est plus facile. Là, Sancerre, ça me paraît être quand même un endroit... on fait partie des vignobles septentrionaux, on est au nord. Donc, c'est pas si évident que ça. Et effectivement, en fait, et ça, c'est très bien que tu l'aies redit, tout le monde, c'est-à-dire quelqu'un qui est en bio ou en biodynamie, tout le monde traite. On n'a pas de solution miracle. En fait, la vigne est sensible à 2 maladies. Le mildiou, c'est ce que tout le monde retrouve sur ses tomates quand tu as un brin de jardin ou même un pot de tomate sur ton balcon à Paris. Et l'oïdium, c'est les taches qu'on voit sur les feuilles des rosiers. Ces 2 maladies-là sont les maladies de la vigne. Si on ne les contrôle pas, on ne récolte pas en fait. Pourquoi il y a eu 10 000 hectares qui n'ont pas été récoltés cette année à Bordeaux? C'est qu'à cause du mauvais temps, ils n'ont même pas pu aller traiter à cause qu'il y avait tellement de pluie. La récolte était morte. Et ça, il faut vraiment que le consommateur le comprenne. On ne peut pas faire des vignes pour faire des feuilles. Ce qui nous fait vivre, c'est le raisin qui est là. Donc en fait, on a besoin de ça. Et donc cette démarche écologique, elle est quand même hyper importante. Donc ce que je te disais, donc là où tout le vignoble va être certifié, il y a une grosse prise de décision qui a été prise sur Sancerre au niveau d'engagement de biodiversité. Donc avec des histoires de haies, des histoires d'arbres. Il y aura sûrement un très gros projet qui va être mis en place l'an prochain en partenariat avec les vignerons et des écoles pour qu'il y ait un suivi sur l'année, sur de la biodiversité avec des enfants, leur faire comprendre le cycle végétatif, toutes ces choses-là. Donc c'est vraiment une dimension que l'on prend vraiment à cœur et qu'on veut vraiment avancer là-dessus. Après, sur la deuxième partie de ta question, quand tu as parlé du bilan carbone, alors le bilan carbone, ça a toujours été quelque chose qui, nous, au niveau de la filière, a été un peu oublié, parce qu'en fait, on ne se posait pas la question. On ne se posait pas la question parce qu'on n'est pas dans des démarches, si tu préfères, industrielles. On reste à des tailles humaines et on ne se posait pas ces questions-là. Nos clients, ça fait que quelques années qu'ils nous disent bah tiens les gars, ce serait bien que vous nous disiez si vous nous disiez ça. Et c'est venu, on va dire, du grand export. Donc typiquement les États-Unis ou le Canada, et en particulier effectivement le Canada, la Suède, la Norvège, la Finlande, qui sont tous des pays bien particuliers parce que c'est des monopoles d'État, où ils ont commencé à nous dire ok, vous voulez nous vendre du vin, vous voulez répondre aux appels d'offres, ok parfait. Nous, on n'accepte plus que les bouteilles allégées ou les bouteilles en plastique ou ci ou ça.
Alors là, tu reçois un appel d'offres comme ça, tu te dis, mais qu'est-ce qui leur arrive par la tête? Puis en fait, tu te rends compte que sur une bouteille allégée, la bouteille, elle a la même tête, elle a la même couleur, mais elle est 100 ou 150 grammes plus légère. Donc multiplié par 6 bouteilles dans un carton, multiplié par 100 cartons sur une palette, multiplié par 24 palettes dans un camion, et tu te rends compte qu'à la fin, tu as économisé 1 tonne. Voilà. Donc sur des choses comme ça, c'est des choses qui aujourd'hui, ça y est, ça rentre dans la tête des vignerons, il n'y a plus aucun souci, ça rentre. Vous faites ici des bouteilles allégées? Oui, moi j'ai de la bouteille allégée sur une grosse partie de la gamme, surtout ce qui part loin en fait. Mais après, de la bouteille lourde, en France, nous ici dans la Loire, on n'en a jamais utilisé beaucoup. C'est des choses que tu vois beaucoup plus sur Bordeaux ou dans le sud, les grosses bouteilles. Nous ici, on n'en a jamais eu vraiment beaucoup. Mais par contre, tu vois, dans la partie innovation qui est quand même intéressante à regarder aussi, moi j'ai un copain qui est en train de faire un très très gros investissement sur les vins en canette. La canette aujourd'hui, je te mets une canette devant le nez, toi là en ce moment, où il y a marqué par exemple Chenin Blanc, tu vas me regarder, tu vas me dire qu'est-ce que tu veux que je fasse, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça, tu veux que je goûte ça? Et t'auras pas une image de vin français de qualité parce que c'est dans une canette, donc là on est bien dans le psychologique. Sauf qu'en fait, tu vas discuter avec ce gars et il va te dire bah oui, effectivement, on est dans un contenant différent. Pourtant, le vin qui est dedans, c'est exactement le même que celui qui est dans une bouteille. Il goûte exactement le même. Et finalement, moi, un camion à la place qui est 1,5 tonne ou 2 tonnes de verre, et je vais avoir 350 kilos d'emballage. Ah ouais. Donc là, tu réfléchis différemment. Tu te dis, ah bah ouais, mais effectivement, il y a peut-être des choses à faire. Et puis, il va te dire, il dit, t'as déjà pris l'avion? Je dis oui. Il me dit, quand ils te servent les petits quarts de bouteille là en verre, il y a des pays qui ne savent pas le recycler, ça. Donc en fait, ça arrive, ça part à la benne et puis c'est enfoui. Alors que de l'alu, maintenant, tout le monde recycle de l'alu. Et puis l'avion, il est super content parce que c'est beaucoup moins lourd. Et donc tu vois, en fait, c'est des tendances aujourd'hui, ça, qui n'existaient pas. Jamais on s'était dit qu'on allait peut-être boire demain un blanc ou un rouge de Loire dans une canette, mais qui finalement, à part choquer un Français, parce qu'un Français est habitué à sa bouteille avec son bouchon, parce que la capsule à vis, je t'en parle même pas en France, un marché export ou des marchés de compagnies aériennes ou des marchés de croisières ou de choses comme ça, qui vont se dire, mais nous, en fait, ce qu'on a besoin, c'est d'un contenant hyper simple, qui n'a pas de problème, qui n'aura pas de goût de bouchon, qui n'aura pas tout ça, qui va être plus léger, donc qui va être plus vertueux au niveau écologique. Les mecs, ils foncent. Ouais, et quand c'est servi au verre, au final, ça change rien. L'expérience pour le client, à la fin, c'est la même. Mais c'est une application de la consommation différente. Tu vois, on n'est pas, tu vas pas boire ta canette de vin comme ça, comme un Coca. Il faut que tu aies le verre à côté. Voilà. Donc ça, voilà. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des choses qui vont être mises en place, on sait que ça évolue, mais là, je pense que ça va mettre un peu de temps. Ok, top. Sur les tendances nouvelles, le vin sans alcool. Et donc le vin sans alcool, alors donc ça c'était très grosse question de la journaliste il n'y a pas très longtemps. Le vin sans alcool. Alors moi personnellement, j'en ai goûté là sur Wine Paris parce que je voulais un peu me faire une idée. Il y a des choses correctes et des choses dégueulasses. Le vin sans alcool, c'est une base de vin qui est désalcoolisée. Et pour que tu puisses le boire, pour qu'il y ait encore du goût derrière, il faut beaucoup de sucre. Beaucoup de sucre, beaucoup d'acide, beaucoup de gaz. En fait, tu es obligé de rééquilibrer le vin de cette manière-là. Donc, moi, tout à l'heure, on en parlait. Moi, un vin blanc sec chez moi, il y a moins d'1 gramme de sucre restant par litre d'alcool. Donc, effectivement, il y a 12,5 degrés d'alcool dedans. Un vin désalcoolisé, en moyenne, on est à 50 grammes par litre de sucre. Donc oui, effectivement, tu prends plus d'alcool, par contre, tu te prends un shoot de sucre. Ouais, surtout, moi, j'ai goûté aussi, je trouvais qu'on le ressent, à part l'absence d'alcool, on le ressent beaucoup plus. Parce que moi, j'ai goûté des blancs de Sauvignon, d'ailleurs, enfin, un blanc de Sauvignon. J'ai goûté, je me suis dit, ok, il y a 20 grammes de sucre là-dedans, il m'a dit que c'était un sec. Je chope l'étiquette, c'était moins de 5 grammes. Mais c'est vraiment, il y avait en bouche, tu vois. Cette sensation de sucrosité. Donc aujourd'hui, le vin sans alcool, c'est une tendance de consommation qui, je pense, est à son début. Honnêtement, je pense que ça va monter un petit peu. Peut-être que je me plante. J'ai envie de te dire qu'il faut prendre le parallèle de la bière sans alcool. La bière sans alcool, aujourd'hui, on sait qu'elle existe. On en trouve un peu partout. C'est une alternative pour ceux qui n'ont pas envie de boire de l'alcool, mais qui ont envie de se faire une bière. Après, te dire que ça va exploser, aujourd'hui, à mon niveau, j'y crois pas. Ok, top. Nickel. Bon, ça fait déjà un peu plus d'1h30. On continue, on avance. Le domaine aujourd'hui. Peut-être est-ce que tu peux
détailler la structure en termes de, toujours pareil pour rester un peu dans le côté business et tout, ça m'intéresse, la structure de salariés, de voilà, 32 hectares plus une partie négoce. Ouais. Voilà, qu'est-ce que ça représente en... Alors nous, ça représente 7 personnes à temps plein dans les vignes, sur tout le domaine. Ça représente un caviste, 2 personnes à la logistique et une assistante commerciale et une personne qui est à mi-temps, on va dire, sur la partie communication, marketing et tout ça, plus Florian et plus moi. Voilà, donc ça fait une petite quinzaine de personnes, hors tous les saisonniers qu'on va prendre pour les pics d'activité, qui vont être en ce moment sur... après la taille, c'est enlever les bois, après ça va être pour les accolages, après ça va être pour les vendanges, où là on a toujours des pics de saisonniers. Okay. Donc oui, il y a un peu de monde. Tu disais la partie commerce, du coup, depuis que tu es là, très orientée sur les pros. Oui. Par rapport aux particuliers, le rapport, du coup, c'est quoi à peu 95% de professionnels, 5% de particuliers. C'est fou. Parce que là aussi, du coup, tu fais moins de marge avec des pros. Alors, tu vois, le choix, il est très, très, très calculable. C'est-à-dire, quelqu'un qui va faire du particulier, bon, déjà d'une, il faut tout le temps enlever 20% sur le tarif que tu payes parce qu'il y a de la TVA. Donc, déjà d'une, ça te baisse le prix que tu vois, toi, en cave. Et la problématique, souvent, quand on fait du particulier, on a tendance à ne pas compter le temps qu'on y passe. Parce que la cave, elle est chez le vigneron, parce qu'ils vont servir les clients le soir quand ils vont être là, ou ils vont revenir des vignes et ça. Et si on devait payer un commercial pour faire ça... Au final, la marge, c'est... Exactement. Et ça, c'est toujours un problème qu'on a du mal à quantifier pour les vignerons quand on leur dit. C'est de leur dire, mais écoutez les gars, mais vous passez énormément de temps, comptez votre temps, ajoutez votre temps dans votre prix. Après, quand tu travailles avec les pros... moi, je perds pas d'argent à travailler avec les pros. C'est parce que tu structures tes tarifs. Tu réfléchis à tes tarifs, tu réfléchis à comment tu le fais et tu te bases, tu travailles comme ça en fait. Nous, aujourd'hui, notre tarif, il est structuré. Non, je perds pas d'argent à bosser avec les pros, sinon je le ferais pas. Ouais, ok. Le futur, là, à 5 ans, 10 ans, bon, vous venez du coup de beaucoup vous agrandir, etc. C'est quoi le chemin là? C'est quoi le... Là, il n'y a plus de développement. Là. Nous, on veut plus développer, on veut asseoir ce qu'on a. On veut continuer de monter qualitativement dans ce qu'on fait. On veut maintenir nos marchés. On veut continuer de développer tous les plus petits marchés les plus originaux possibles, parce que c'est ça qui est le plus drôle. Même si ça vend qu'une ou 2 palettes par an, c'est toujours rigolo de dire que tu vends du vin au Kazakhstan ou en Géorgie ou je sais pas où. C'est toujours le côté le plus fun. Et vraiment, on considère nous qu'aujourd'hui, c'est une équipe avec qui on bosse ici. Et se développer, c'est bien, mais il faut aussi savoir s'arrêter un moment, stabiliser les choses pour que tout le monde soit, on va dire, à l'équilibre. C'est-à-dire que quand tes salariés sont bien, parce qu'en fait, ils savent qu'ils ont le temps de faire leur boulot, ils savent qu'ils ne sont pas sous pression tout le temps, tu as le droit d'avoir des coups de bourre. Je ne vais pas dire à mes gars en cave, pendant les vendanges, les gars, c'est une petite sieste. Ah non, c'est le coup de bourre, c'est le rush de l'année. Mais voilà, et ça, tout le monde le comprend chez nous, parce qu'en fait, ils savent qu'on est hyper à l'aise et hyper ouvert là-dessus, sur le bien au travail, parce que sinon ça avance pas, quoi, en fait. Vous avez quand même, je pense que ton frangin, du coup, avec 7 salariés, c'est peut-être même encore plus vrai pour lui. Vous avez quand même un peu changé de boulot avec ce domaine qui grandit. Oui, t'es manager. Voilà, tu commences à passer peut-être quasiment plus de temps à dire ce qu'il faut faire oui. qu'à faire. Ça, c'est sûr. C'est un truc que vous aimez, c'est un truc que vous kiffez. Mon frangin, pas du tout. C'est moi qui gère beaucoup plus la partie, on va dire, ressources humaines. Florian n'aime pas gérer les conflits s'il y a un conflit. Et des fois, un conflit, c'est rien. On a un peu tendance à utiliser ce mot-là en sens large, mais des fois, un conflit, c'est juste un truc qui va être mal compris par quelqu'un et qui va vite monter pour rien. Et ça, c'est moi qui les gère parce qu'en fait, discuter fait avancer les problèmes, en fait, s'il y en a. Super, on arrive aux petites questions de la fin. Pour peut-être la première, c'est quand t'es pas en train de travailler ici, tu fais quoi toi au niveau perso? C'est quoi, t'as des passions en dehors? Je me barre d'ici. Ouais. Voyager. Alors j'aime bien voyager. Je passe beaucoup de temps à Paris parce que au final ici, comme je te l'ai dit, donc déjà d'une, je suis président de l'appellation. Sancerre est tout petit. Tout le monde connaît tout le monde. En fait, si tu restes ici, tu déconnectes jamais.
Et moi, je ne suis pas Paris quand j'y suis, je vis à Paris parce qu'en fait, je suis personne. Et c'est souvent extraordinaire de faire ça. Et puis après, je voyage beaucoup, moi. Enfin, pour le boulot, je suis très, très souvent parti. Donc, c'est vraiment quelque chose que je kiffe. Et puis, puis tous les trucs à côté, ça prend du temps. Une présidence, un truc comme ça, c'est pas ton boulot du domaine, mais ça prend du temps. Non, c'est clair, c'est clair. Et sur les voyages, tu t'organises pour avoir un peu de temps Alors, quand je peux, je le fais. Dernièrement, ça fait un petit moment que je l'ai pas fait. Là, je vais avoir beaucoup de déplacements où c'est en fait beaucoup de boulot. Moi, je me garde une journée, on va dire, et puis je prends l'avion le soir pour rentrer. Mais des fois, c'est un peu taf. Ok. Autre question, tu en as sûrement parlé. Tu vois, vigneron, c'est un spectre de compétences ultra large. Tu vois, de la taille de la vigne en ce moment jusqu'à, comme tu dis, vendre du vin au Kazakhstan, quoi. Tu vois, toi, ton point fort, ok, on a compris, il est plutôt sur la fin du cheminement, le commerce. Si tu devais vraiment le définir précisément, toi, ton point fort à l'intérieur du commerce, qu'est-ce que c'est? C'est plutôt entretenir une relation, plutôt vendre à un nouveau client, plutôt pourquoi, tu vois, enfin, je sais pas. Alors, je suis vraiment dans les deux trucs que tu viens de dire. C'est-à-dire que moi, je suis persuadé qu'un partenaire, c'est pas pour du one shot. Donc, c'est-à-dire que tu vois, moi, j'ai des clients que j'ai fait il y a 12 ans, qui aujourd'hui sont des partenaires super importants, et c'est devenu des potes, c'est devenu des amis, en fait, quand tu es en relation, j'ai envie de te dire, toutes les semaines avec la personne, parce qu'en fait, tes vrais partenaires, tu es tout le temps en contact avec eux. Donc ça, c'est super cool. Et ce côté développement, il est nécessaire. Tous les ans, on perd des clients. On perd des clients parce qu'il y a des boîtes qui ferment, parce qu'il y en a qui vont un peu moins bien, il y en a qui vont en acheter moins parce qu'ils ont encore du stock. Voilà. Donc en fait, ce côté de tout le temps aller dans le démarchage, dans le renouveau, il est hyper important pour plein de choses, parce que ça te permet de voir des nouveaux clients qui ne connaissent pas tes produits. Donc voir si eux les kiffent, en fait, tout simplement, parce que si tu reçois 20 clients et que les 20 font la tronche quand tu dégustes, tu te dis, oula, alors soit ceux que tu as, ils veulent plus te dire que ça va pas ou ils ont pas envie de changer, soit il y a un truc qui est pas normal. Et en fait, là, tu vois, typiquement, sur les 2 salons qu'on a fait, les vins ont été hyper bien reçus. Enfin, et là, ça fait plaisir, tu vois, tu te dis, on a reçu la première commande hier, là, suite au salon Wine Paris, ça a mis 3 jours, hein, donc tu vois, donc là, tu te dis, ça, c'est plaisant. Nouveau client, hop, un nouveau compte qui va s'ouvrir, ça c'est pile dans ce que tu aimes faire parce que c'est quelqu'un qui distribue dans la gastronomie. Parfait, quoi. Ok. Comment tu progresses dans ta pratique pro, etc. T'apprends des conneries que t'as fait, ça c'est sûr. Hein. Ça, je parle comme un vieux quand je dis ça, mais oui, il y a des trucs que tu fais plus, il y a des trucs que tu es un peu plus patient, il y a des trucs qui étaient plus agressifs. Mais agressif, c'est pas, je parle pas de prix, mais agressif avec les personnes. Et j'ai pas peur des gens. C'est-à-dire que moi, un acheteur pour une cave toute simple ou un acheteur pour une grande chaîne, il est comme toi et moi. Hein. On est fait de la même manière et il me fait pas peur du tout. Donc en fait, je leur tiens le même discours, je leur parle de la même manière, je leur raconte la même connerie si j'ai une connerie à leur raconter et je leur mets un shoot si je suis pas d'accord avec ce qu'ils disent de la même manière. Et en fait, ça passe ou ça passe pas. Ça veut dire que si ça passe pas, le mec ne nous comprend pas. Et donc, on ne pourra pas travailler ensemble. Okay. Est-ce qu'il y a une question, quelque chose dont tu aurais aimé que je te parle, dont je t'ai pas parlé? Non, c'est bon. Je pense qu'on a fait déjà un bon tour, là. Est-ce qu'il y a une question que tu n'aurais pas aimé que je te pose Non, je vois pas. J'ai pas grand-chose à cacher, donc en fait, je pense que tu l'as vu dans la discussion. Donc, ouais. Top. Si je devais aller voir un vigneron en France, tu me dirais, dans la démarche qui est la mienne, là, tu me dirais d'aller voir qui? Je t'enverrai chez un copain en Champagne. Je t'enverrai voir mon pote Aurélien Gerbet, avec qui j'étais à Beaune, et qui est un peu le même modèle que nous, qui est revenu il y a une 12aine d'années pareil, et qui a fait complètement changer la face de son domaine aussi, et avec des choses extraordinaires. Bon, super. Ok, Clément, merci beaucoup pour le temps. Merci à toi d'être venu jusqu'ici. Voilà, stop. Allez.